La thématique ce soir est gérer et préparer la classe en début de carrière. Vous êtes nombreux à vous connecter. On attend encore quelques minutes afin de lancer ce webinaire qui s'annonce riche. Quelques minutes de patience donc. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on va démarrer ce webinaire « Gérer et préparer la classe ». On va laisser d'abord la parole à Guylaine David, qui est co-secrétaire générale du SNUIPP-FSU et porte-parole pour le SNUIPP-FSU. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire du SNUIPP-FSU, effectivement consacré à l'entrée dans le métier, au début de carrière, à la gestion de la classe. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le SNUIPP-FSU, c'est le syndicat majoritaire dans le premier degré. Nous faisons partie de la Fédération syndicale unitaire, la FSU. Et depuis cette période de Covid, nous avons eu l'habitude d'organiser des webinaires sur les questions précises de carrière. Par exemple, il y a une dizaine de jours, nous avons organisé un webinaire sur les permutations. Et puis, nous organisons aussi des webinaires thématiques sur des questions didactiques, sur des questions pédagogiques. Nous avons déjà organisé un webinaire sur la direction d'école, un webinaire sur la maternelle, et puis ce soir, un webinaire un peu plus précis avec deux chercheurs qui viendront nous faire un état des lieux de leur recherche sur cette question. Alors pour nous, c'est important de questionner, et nous avons l'habitude au SNUIPP-FSU de questionner la recherche et de travailler en relation avec la recherche pour faire évoluer l'école et faire évoluer nos pratiques. Nous le faisons dans nos départements lorsque nous faisons des stages, des réunions d'info syndicales, des colloques. Et puis, nous le faisons aussi au niveau national, puisque nous organisons tous les ans une université d'automne au SNUIPP-FSU, une université d'automne qui accueille 400 participants avec une trentaine de chercheurs et qui a pour objectif de discuter au sein de la recherche, enfin au sein du métier, enfin de parler métier, parler recherche et métier. Cette université d'automne, de cette université d'automne, on produit un Fenêtre sur cours. Fenêtre sur cours, c'est la revue du SNUIPP-FSU qui parle métier. Et à l'issue de chaque université d'automne, nous publions un numéro spécial d'une centaine de pages sur la recherche et sur ce qui s'est passé à l'université d'automne. Le numéro de l'université d'automne de cette année 2022 est d'ailleurs en phase d'arrivée chez nos syndiqués et dans les écoles, vous pourrez le retrouver. Alors, ces moments sont nécessaires pour nous toutes et tous parce que enseigner ne peut se faire sans appui de la pédagogie, de la didactique et de la recherche. Mais on sait aussi la formation initiale et la formation continue manquent beaucoup en ce moment au métier et nous avons besoin aussi de ces moments-là pour échanger. Alors le SNUIPP-FSU, c'est aussi un réseau de militantes et de militants dans tous les départements. Nous sommes présents dans tous les départements et ces militants agissent au quotidien pour vous renseigner, pour vous accompagner dans le déroulement de votre carrière. Ils sont bien présents. Parfois, vous pouvez les rencontrer la plupart du temps pour vous qui rentrez dans le métier. Vous avez pu les rencontrer au sein des INSPE parce que nous assurons des permanences dans tous les INSPE, mais vous pouvez les trouver aussi dans les sections départementales. Alors, ces militantes et militants, ils sont représentants et représentantes des personnels et ils ont été élus pour représenter la profession dans les commissions paritaires au niveau départemental, mais aussi au niveau académique, au niveau des comités techniques académiques et également au niveau du ministère pour négocier et faire valoir vos droits auprès de l'institution et de l'administration.
Alors, s'ils ont été élus, c'est que très régulièrement dans l'éducation nationale et dans la fonction publique, il y a des élections professionnelles. Et nous sommes cette année dans une phase d'élection professionnelle, une année d'élection. Et elles auront lieu, ces élections, du 1er au 8 décembre. Ces élections, elles sont importantes parce qu'elles vous permettent d'élire vos représentants et vos représentants des personnels, mais surtout, elles vous permettent d'être écoutés auprès de l'administration, parce que plus on est nombreux face à l'administration, plus on est représentatif de la profession, plus on est écouté par le ministère et par l'institution. Donc, c'est important, ces votes-là, et vous aurez à voter cette année à la fois, alors selon votre statut, à la fois pour les commissions paritaires départementales, mais aussi pour le comité social d'administration académique et aussi pour le comité social d'administration ministérielle. Donc, n'hésitez pas à saisir ce droit que vous avez de pouvoir voter. Il y a un enjeu fort dans ces élections, puisque au moment même où le métier est en perte d'attractivité, le ministère doit agir face à nos conditions de travail qui sont dégradées, mais face aussi à nos salaires. Et dernièrement, nous avons mené avec la profession une pétition qui a recueilli plus de 47 000 signatures et que nous sommes allés déposer la semaine dernière auprès du ministère. Pétition qui réclamait 300 € net mensuels tout de suite dans une première phase pour améliorer les conditions salariales. Donc voilà, n'hésitez pas, du 1er au 8 décembre, faites voter pour le SNUIPP et la FSU et vous serez bien représentés dans toutes ces instances. Alors, je vais vous laisser ce soir en compagnie de Maï-Hélène et de Justine qui vont vous présenter le thème de cette soirée avec les chercheurs, le chercheur et la chercheuse. Je vous laisse les présenter, Maï-Hélène, et en attendant, je vous souhaite un bon webinaire et une bonne soirée en notre compagnie. Merci Guylaine pour être venue introduire ce webinaire. Donc ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Cécile Allard et Sébastien Pess pour une soirée qui s'annonce riche. Cécile Allard, vous êtes maître formatrice. Vous avez été maître formatrice avant de devenir maître de conférence. Actuellement, vous enseignez à l'Université de Créteil. Votre spécialité se tourne vers la didactique des mathématiques, discipline qui suscite dernièrement bien des débats. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de partager avec nous votre expérimentation auprès de collègues novices. Vous avez tenté d'analyser quels sont les blocages didactiques qui placent ces enseignants et ces enseignantes, débutants et débutantes, dans une posture d'inconfort lors de la mise en œuvre de séances en classe. Sébastien Pess, vous êtes professeur-chercheur à l'Université d'Orléans. Vous avez été également directeur de l'INSPE Centre Val-de-Loire jusqu'à il y a quelques semaines encore. Depuis de nombreuses années maintenant, vous alliez gestion de la classe et pédagogie institutionnelle. Vous avez mené également des recherches avec Bruno Robes, qu'on excuse ce soir car il a eu un imprévu et ne pourra pas se joindre avec nous au webinaire, sur la gestion des situations de crise, savoir les identifier pour savoir les prévenir. Pour nos auditeurs et nos auditrices, nous vous rappelons qu'il est possible de poser des questions dans l'onglet QR. Il ne sert à rien de lever la main, vous utilisez uniquement cet onglet. Donc n'hésitez pas, saisissez-vous de cette possibilité pour nous faire parvenir vos questions que nous traiterons lors du webinaire. Nous vous rappelons que nous sommes également en direct sur Facebook, sur le Facebook du SNUIPP FSU, et qu'il sera possible de retrouver la captation de ce webinaire en replay. Donc, vous pouvez faire circuler l'information. On laisse maintenant la parole à Madame Cécile Allard pour débuter ce webinaire. J'arrive. Donc, je vais partager l'écran. En principe, vous verrez que le PowerPoint, c'est ça, hein? Ah oui, alors du coup, quand je pose des questions, est-ce que je vais avoir des réponses? On sera là pour vous répondre, Cécile, ne vous inquiétez pas. Bien. Parce que là, sinon, si je pars toute seule à mon ordinateur, ça ne va pas aller. Okay. Donc, alors, attendez, pourquoi ça ne veut pas défiler? Voilà, c'est bon. Alors, donc je commence et il est 20h.
Je vais essayer de respecter le timing. Il est 20h15, donc en principe, c'est l'heure d'un si grand soleil ou je ne sais quoi sur la 2, la 3 ou la 4. Et donc, à la place, je vais vous parler un petit peu de mathématiques. Et je vais commencer tout de suite par d'abord vous immerger dans la classe d'une T1. Ah oui, vous avez demandé de démarrer votre vidéo. Oh, d'accord. Voilà, ça va comme ça? Oui? Oui, très bien, merci Cécile. D'accord, je pense que c'est parce qu'il devait vouloir mettre la vidéo sur le côté pour l'enregistrement, c'est ça? Bon. Donc, on va d'abord s'immerger dans la classe d'une titulaire première année. Et donc, c'est à l'issue d'une visite de classe, quelque chose de très traditionnel, on va dire, dans la formation, qui consiste à aller voir des stagiaires faire la classe et de les faire réfléchir sur la séance qui a été observée. Et on va d'abord se poser dans un premier temps, on va regarder un peu ce qui se passe dans sa classe. Puis ensuite, je vais vous faire quelques petits apports niveau recherche. Et enfin, on reviendra vers une expérimentation qui a été menée auprès d'enseignants en Master 2, cette fois-ci des enseignants débutants qui sont affectés en stage en maternelle. Donc, il y a 3 temps, une partie un exemple, une partie plus un peu de théorie et une partie ensuite de nouveau une illustration avec un cas en maternelle. Alors, on va revenir d'abord sur ce cas-là d'une classe de CE2. Donc, l'enseignante m'avait montré des fiches de préparation et me montre une activité qu'elle voulait, les pages du livre qu'elle allait utiliser. Et elle m'explique qu'elle ne va pas utiliser cet encadré qui correspond à la situation découverte du manuel parce qu'elle a jugé que cette première partie était beaucoup trop compliquée pour ses élèves. Donc, il s'agissait d'introduire la multiplication à 2 chiffres par la multiplication à 2 chiffres en utilisant, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, quand j'agite le curseur, vous voyez? Oui, Cécile, on voit bien quand vous agitez le curseur. Pour utiliser ce répertoire-là qui est dans la partie verte, et il s'agit ici de découvrir cette multiplication à 2 chiffres par 2 chiffres, non pas en passant par l'opération posée, mais en utilisant les propriétés des opérations, et notamment ici la distributivité et l'associativité. Donc ici, il fallait calculer 23 fois 9 en utilisant 23 fois 8 et 23 fois 1. Vous avez les résultats partiels et les élèves devaient découvrir cette manière de calculer en regardant et en lisant comment les Égyptiens eux-mêmes faisaient ce type de calcul. Après, il y avait 23 fois 12, donc là, il fallait faire soit 23 fois 9 plus 23 fois 1 plus 23 fois 2, soit 23 fois 8 multiplié par 23 fois 4, etc. L'idée n'était pas du tout de décomposer 12 en 10 plus 2, mais bien d'utiliser ce répertoire multiplicatif pour utiliser des propriétés des opérations. Donc, cette jeune enseignante, elle trouve que cette situation est trop compliquée pour ses élèves, que cette histoire d'Égyptiens, ça va les embrouiller, et quelque part, ça ne répond pas complètement à l'objectif qu'elle s'était fixé, qui était d'apprendre à poser les opérations. Alors, dans la suite du manuel, elle a le choix entre ensuite ce problème et ce problème, donc le problème des phares et le problème de la course. Donc, le problème des phares, Poc, Sam et Lou sont montés plusieurs fois au sommet de ce phare. Poc est monté 3 fois, Sam est monté 80 fois et Lou est monté 83 fois. Combien chacun a-t-il monté de marche au total? Donc, on se dit, il y a combien de marches à ce phare? Donc, il fallait lire l'encadré sous le phare. Monter au sommet du phare tous les jours de 9h à 18h, 73 marches. Et donc, pour calculer, il fallait faire 73 fois 3, puis 81 fois 73, et en déduire 83 fois 73. La jeune enseignante trouve que ce problème-là est compliqué, qu'elle craint que ses élèves qui soient en REP ne sachent pas ce que c'est qu'un phare, qu'elle trouve que les informations qui sont sous le phare, ici, là, c'est vraiment compliqué la tâche parce qu'il y a des informations à droite et à gauche. Et du coup, elle écarte cette proposition également. Elle regarde la deuxième proposition. Une course se déroule sur un circuit de 17 km. Un coureur a déjà réalisé 20 tours de circuit. Il doit encore réaliser 6 tours pour terminer la course. Combien de kilomètres a-t-il parcouru? L'idée ici pour le manuel, c'était de nouveau de calculer le 17 fois 20, puis le 17
fois 6 et enfin de faire la somme du 17 fois 20 plus le 17 fois 6 pour calculer le 17 fois 26. Donc, l'enseignante débutante, elle trouve que cette situation-là est beaucoup plus pertinente que les deux autres. Et donc, c'est celle-ci qu'elle choisit comme activité de démarrage. Pour autant, elle continue de la trouver un peu compliquée et va la simplifier. Et ça va devenir une course cycliste se déroule sur un circuit de 12 km. Tim a déjà effectué 23 fois le tour du circuit. Combien Tim a-t-il parcouru de kilomètres? Et alors que dans l'ouvrage qui est là, il y avait une forme d'accompagnement pour apprendre à décomposer ces calculs, elle ne le propose pas comme ça, elle propose directement le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elle donne, elle leur dit également, vous allez donc résoudre un problème, vous avez le droit d'utiliser l'ardoise ou le cahier de brouillon, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des schémas et surtout, vous devez trouver un moyen de poser une multiplication parce qu'aujourd'hui, on va apprendre une multiplication. Alors, voilà ce qui se passe alors dans les classes suite à cette, je vais d'abord vous montrer, suite à cette consigne. Donc, il y a des élèves qui vont écrire le problème comme ce qu'elle a demandé, puis faire des schémas. Donc, j'ai mis un certain temps avant de comprendre là, ce que c'était que ça, mais ça, en fait, ça représente 23 avec 2 dizaines et 3 unités qu'il a reporté ici 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, pas 12 fois, mais 9 fois. Donc après, je ne sais pas trop ce qu'il fait de ce dessin, est-ce qu'il arrête là ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va écrire 23 fois 12, et puis il a trouvé un résultat sans trop qu'on sache si c'est issu de cette addition ou d'une autre manière. Ici, on a d'autres enfants qui ont bien entendu la consigne, il fallait poser une opération, donc ils posent l'opération, qui est 23 fois 12. Et alors là, attention, comme ils ne savent pas faire la multiplication d'un nombre à 2 chiffres par un nombre à 2 chiffres, qu'il a bien compris que c'était ça qui était demandé, il va inventer la technique. Donc, il va faire comme ça, 2 fois 3, 6, il va écrire 6, 2 fois 2, 4. Il sait que dans la multiplication à 2 chiffres par un nombre à 1 chiffre, il y a une retenue, donc il écrit le 4. 1 fois 3, 3, j'additionne avec le 4, ça fait 7. 1 fois 2, 2, il trouve 2. Pour l'autre, 12 fois 23, 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3, je retiens 3. 2 fois 2, 4, 4 plus 3, 7, j'écris 7. 2 fois 1, 2. Et quand il inverse, parce qu'il avait vu cette histoire de commutativité, l'enfant, ben, il trouve aussi le même résultat. Donc là, je n'ai pas vos têtes pour avoir vos réactions, mais vous avez bien conscience que cette manière de poser des multiplications, elle est quand même un peu curieuse. Elle est curieuse, elle est inventée et elle fonctionne du moment que vous n'avez pas des nombres qui soient plus grands que 5. On peut en faire la preuve mathématique. Et pour vérifier cette technique opératoire, l'enfant pose ensuite une grande addition et vérifie par un troisième calcul qu'on obtient bien 276. Ensuite, on a d'autres enfants qui vont écrire 23 fois le nombre 12, une ligne de 12, des lignes de 23, etc. Donc, ils sont vraiment dans le travail qui a été demandé. Et puis d'autres enfin qui font 35 fois 10 égale à 35. Alors là, celui-là, c'était très, très amusant parce que en fait, dans sa tête, il a fait 12 plus 23, il a trouvé 35. Il a multiplié par 10 parce qu'avant, il avait vu la multiplication par 10. Il trouve 35 et en fait, on pourrait se dire, mais non, mais il ne se rend pas compte qu'il a faux. Mais en fait, ce petit enfant, il voulait absolument écrire tout sur la même ligne. Donc, il voulait écrire 350 et il va passer son heure à effacer pour essayer de calibrer le 35 fois 10 égale à 350. Il va finir par y arriver, mais en fin d'heure. Donc, il aura passé plus de temps à écrire pour que ça loge dans une ligne qu'à vraiment se demander si le résultat qu'il avait était correct. Donc ça, je passe. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu le même type de brouillon qu'on a. Et là encore, je vous ai montré des brouillons d'enfants qui vont arriver plus ou moins à la situation, à la réponse. Donc ici, lui, il n'y arrive pas. Il essaie de poser une multiplication, il n'y arrive pas. Il se perd dans ses calculs avec ses additions, etc. Ça, c'est un peu le même genre que le 35 fois 10, un petit enfant qui va écrire 12 fois 23 et qui va essayer de placer ses 23 12 dans l'ardoise avec plus ou moins de réussite.
sans jamais réussir à amener son calcul jusqu'au bout. Donc voilà. Donc du coup, on se demande que c'est... Alors voilà, ça, oui, je reste là. Donc là, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de cette stagiaire et je vous en dis pas plus maintenant sur les raisons. Je vais vous en parler après la petite partie théorique. Donc après, on reviendra sur cet exemple-là. Alors, on peut se demander, donc ça c'est ma question, comment les étudiants fonctionnaires stagiaires, parce que là il s'agissait non là c'était une T1, opérationnalisent-ils sur leur lieu de stage des savoirs mathématiques et didactiques construits en formation initiale. Pour cela, moi je m'inscris dans un cadre théorique qui s'appelle le cadre de la double approche. Et le cadre de la double approche, c'est une entrée par l'activité des enseignants et on prend en compte plusieurs composantes de leur travail. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement les contenus mathématiques, mais aussi on les questionne sur leur parcours professionnel, leur rapport aux mathématiques, leur place dans l'institution, la place qu'ils ont aussi dans l'école, s'ils sont en REP, pas en REP. Et on pense que tout ça ont des effets sur la manière de faire la classe. Alors, ensuite, il y a une autre notion que j'utilise qui s'appelle la vigilance didactique. Et cette vigilance didactique, c'est ce qui va permettre de lier à la fois les choix qu'on fait en termes de déroulement, qu'on va appeler la composante médiative. Donc, est-ce que je mets mes élèves à travailler par deux, sur l'ardoise, sur le brouillon, en relation avec la composante cognitive. C'est-à-dire, si je les mets travailler sur l'ardoise, c'est pour répondre à quelles questions au niveau des apprentissages. Est-ce que j'ai besoin que les réponses soient rapides? Donc, dans ce cas-là, j'utilise l'ardoise. Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de revenir sur les traces qu'ont produit les élèves? Donc, dans ces cas-là, je vais peut-être préférer une feuille de brouillon parce qu'au moins, l'écrit, la trace ne s'efface pas. Donc, tous ces... et dans la composante cognitive, il y a aussi l'enchaînement et le choix des activités que vous allez proposer à vos élèves. Et donc, la vigilance didactique, en fait, c'est l'ajustement entre cette composante médiative, donc les choix que vous faites en termes de déroulement, et la composante cognitive, c'est-à-dire les choix que vous faites en termes de contenu. Et autrement dit, entre les connaissances didactiques et disciplinaires, et des prises de décision à 3 moments du travail, c'est-à-dire lors du travail de préparation, hors la classe, qu'est-ce que je choisis de faire, pendant la classe, ce que j'ai choisi de faire, est-ce que ça répond ou pas à mes premiers choix et dans quelle mesure je vais bifurquer ou pas, et après la classe, c'est-à-dire ma capacité à analyser. Et donc la question maintenant qu'on peut reformuler, c'est comment les enseignants débutants construisent leur schème d'action en appui ou non sur les savoirs issus de la formation initiale, avec un E, ce serait mieux, alors qu'ils travaillent dans l'urgence en alternance semaine de classe et de formation. C'est ce qui se passe en tout cas chez nous c'est ce qui se passait pour les anciens Master MEF et puis pour certains T1 qui n'étaient pas toujours dans leur classe. Alors, bon, ça je passe. Et donc, les gens là que j'ai cités rapidement, donc Monique Pézard, Butelaine et puis Pascal Maslow, ont étudié les pratiques d'enseignants débutants qui étaient en T1, T2, de manière à voir comment ces enseignants, effectivement, essaient de composer ces composantes et comment ces enseignants débutants arrivaient à vivre les tensions entre deux logiques qui coexistent et qui, des fois, sont en tension, donc les logiques de socialisation et les logiques d'enseignement. La logique de socialisation va vers quand même un développement social et intellectuel des élèves et l'opposé, quelque part, de ce développement social et intellectuel des élèves serait une espèce de bienveillance immédiate qui pourrait se traduire par « j'accepte tout du moment qu'ils travaillent ». Et la logique d'enseignement, elle, se décrirait en 2 axes aussi, une réussite, c'est-à-dire une logique d'apprentissage et d'enseignement, donc une logique d'enseignement qui favoriserait la réussite immédiate. Je veux que mes élèves réussissent tout de suite, quitte à proposer des activités très faciles. Et enfin, je vous dis très facile parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mis les mots pour vous le dire autrement. Et puis, des logiques qui iraient plutôt vers un apprentissage à court et long terme, qui prendrait plus de temps, mais pour lesquels les élèves ne seraient pas en réussite immédiate. Et donc, lorsque Butelaine, Pézard et toute cette équipe-là vont aller voir dans des écoles, dans des écoles avec des enseignants débutants, ils ont décrit un premier cercle, ils ont appelé un premier cercle vicieux pour reprendre des travaux de sociologues notamment.
Et ce premier cercle vicieux, c'est celui de la simplification et de la négociation à la baisse des consignes. L'enseignant est amené à simplifier le problème posé, souvent à la demande de l'élève, ou bien par souci d'anticiper un risque d'échec. La peur d'avoir un échec fait que l'on va transformer les propositions, notamment ici du manuel. Donc là, je vais retisser avec l'exemple que je vous ai donné. L'enseignant débutante que nous avons vu a vraiment regardé de près les situations, elle a lu le guide du maître, et de toute bonne foi, elle se dit que ce problème des Égyptiens allait aboutir à un risque d'échec, donc elle l'écarte. Les raisons pour lesquelles elle écarte le phare sont plus didactiques, parce qu'effectivement, la lecture n'était peut-être pas si aisée que ça, mais après se pose la question de savoir est-ce que les élèves étaient complètement déchargés de cette lecture, y avait-il pas un autre moyen de les accompagner? Ensuite, dans ces cercles vicieux, ce qu'on revoit beaucoup chez les enseignants plus jeunes, c'est de poser des questions intermédiaires dont la réponse ne demande pas une prise en charge du problème en général. Or là, dans l'exemple que je vous ai montré, je vous ai plutôt montré une enseignante qui allait enlever toutes les questions intermédiaires, mais qui finalement, en enlevant les questions intermédiaires, ne rendait plus possible la prise en charge du problème en général. Là, pour une fois, c'était l'inverse. Propose des algorithmes simples de résolution et des règles ou des opérations. Donc là, elle ne propose pas un algorithme simple, mais elle a bien entendu en formation initiale des conseils du type « il faut rendre son enseignement explicite ». Donc, elle a bien rendu son enseignement explicite en disant « il va falloir que vous posiez des opérations ». Et elle pose bien des opérations. Sur adapter son enseignement en anticipant sur les difficultés des élèves, cette enseignante a bien fait son travail. Elle a bien cherché à anticiper sur les difficultés de ses élèves, les difficultés qu'elle pense plus d'ordre culturel, parce qu'elle pense qu'ils ne connaissent pas les Égyptiens, parce qu'elle pense qu'ils ne connaissent pas les phares, et elle a anticipé les difficultés qui n'étaient pas forcément des difficultés mathématiques, mais des difficultés d'un autre ordre. Donc, de cette enseignante-là, on voit bien que toute débutante qu'elle est, elle est dans ce cercle vicieux, mais pas parce qu'elle a mal préparé ou parce qu'elle n'aurait pas préparé, mais plutôt parce qu'elle essaie d'appliquer trop rapidement des conseils qu'elle a finalement ingérés, on va dire, un peu trop rapidement, parce que la formation est, voilà où je voulais en venir, beaucoup trop rapide. Donc, trop rapide sur la partie professionnelle. Donc là, c'est un petit résumé de ce cercle vicieux. Le professeur veut faire réussir ses élèves, donc la fameuse logique de réussite, restaurer leur confiance en eux, éviter les frustrations. Il simplifie, morcelle, aplanit les difficultés, supprime les obstacles, ou parfois, je rajouterais ici, moi, ancré, privilégie les techniques, ou ne les privilégie pas parce qu'il a tué un peu le problème. Il aide jusqu'à faire à la place de l'élève, donc là, ça n'a pas été ça quand même. Les élèves attendent l'enseignant pour faire, refusent de nouveau et s'agitent, et le professeur réduit à nouveau ses exigences. Et ce cercle-là, on le voit souvent, et donc avec, puisque mes élèves s'agitent et n'arrivent pas à faire, eh bien, je vais réduire mes exigences, etc., etc. Et l'analyse didactique du travail ou du contenu n'est pas toujours de bonne qualité par des débutants, et c'est pas du tout un reproche que je suis en train de faire, mais c'est que ça demande un accompagnement. Et c'est là-dessus que je voudrais poursuivre sur, cette fois-ci, les enseignants débutants en maternelle. Donc, nous, à Créteil, on a une spécificité, c'est que quand les enseignants sont étaient affectés en Master 2, on les mettait en F2, on les mettait tous dans un groupe de TD correspondait à un groupe de niveau de classe. Donc, les débutants en maternelle étaient tous réunis ensemble. Et donc, on n'avait que des enseignants qui souvent étaient en moyenne grande section. En début d'année, avec ma collègue qui s'appelle Meira Mohamed, on leur posait des questions sur les raisons pour lesquelles ils avaient choisi de faire ce métier-là. Et on retrouvait souvent des réponses qui étaient liées au travail. Ils voulaient travailler auprès des enfants, ils voulaient être utiles, ils avaient des envies de transmettre, mais ils avaient envie de transmettre pas comme eux avaient subi, parce qu'ils parlent bien de subir leur scolarité, mais autrement. Et voilà. Et finalement, on a des petites phrases comme ça, quand on leur demande « est-ce que vous avez une définition d'un bon enseignant ?» C'est un peu provocateur comme question, mais c'était pour leur faire émerger certaines réponses. Donc, un bon enseignant doit être à l'écoute de ses élèves, il doit être bienveillant et patient, il doit être capable de faire une pédagogie différenciée afin de s'adapter au mieux à ses élèves.
Et ça nous surprend parce que quand on a cette phrase-là, on est fin septembre, ils ont tout juste commencé leur alternance, parce que c'était le Master 2 ancienne formule. C'est-à-dire que fin septembre, nos débutants voulaient déjà différencier. Donc là, on voyait déjà le poids de ce qui se passe dans les écoles et ce qui se passe en formation initiale souvent des PEMF qui sont les premiers à parler de pédagogie différenciée. C'est-à-dire que avant même que ces jeunes sachent exercer leur métier, on leur demande de faire ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire de différencier leurs enseignements. Alors, bon, là, je passe parce que sinon, je vais déborder. Donc, avec ma collègue, nous avons créé un dispositif qui n'est pas particulièrement innovant, même si en ce moment, c'est très innovant de dire que vous faites tout est innovant. Donc, c'est un dispositif en 5 temps qui est très chronophage. On s'est d'ailleurs fait taper sur les doigts parce qu'on avait pris beaucoup de temps par l'administration. Donc, notre temps 1 était un temps assez long où il y avait des apports sur des connaissances didactiques, mais aussi de connaissances pédagogiques, notamment par ma collègue sociologue. On avait un temps 2 où on préparait la classe avec les débutants. Quand je dis préparer, c'est pas on les mettait autour d'une table et nous, on attendait qu'ils le fassent. On s'asseyait avec eux, on relevait des choix de situation. C'est un temps de préparation qui a duré 4 heures. Une fois qu'ils avaient fini leur temps de préparation commune, puisque je vous rappelle, ils étaient tous en moyenne et grande section, ils nous ont envoyé leur préparation et on a encore fait un retour. Ensuite, ils ont fait la classe. Et là, on leur avait demandé de réaliser des courts films, de très courts films de 2-3 minutes, avec seulement prendre les mains. Comme ça, on n'était pas embêté avec toutes les autorisations. Et ensuite, le temps 4, ils échangeaient sur leur pratique dans un groupe restreint, c'est-à-dire qu'ils étaient entre eux, sans aucun formateur, et ils échangeaient sur les petites vidéos qu'ils avaient prises entre eux. Et ensuite, ils choisissaient une vidéo qu'ils étaient prêts à nous montrer parce qu'ils se posaient des questions dessus, etc. Et donc là, on avait le temps 5 où ils venaient échanger sur leur pratique. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est que on va avoir, je vais vous montrer deux. J'ai combien de temps encore pour savoir où il faut que je coupe ou pas? Il vous reste, allez, une bonne dizaine de minutes. Ouais, eh ben, c'est impeccable. Donc, je vais vous parler de deux enseignants qui en âge sont différents. Donc, on a Christian qui est plus âgé que la deuxième. Je ne sais plus comment je l'ai appelée, la deuxième. Bon, bref, elle a un nom, mais je ne sais plus comment. Donc, Christian, avec un pilotage qui est guidé par un souci de bienveillance et de réussite, et qui, lui, va chercher à éviter l'erreur à tout prix. Donc, il a une pratique de classe qui est assez emblématique des enseignants débutants en maternelle. Et là, c'est la formatrice qui vous parle. Là, ça fait 20 ans que j'observe des pratiques de classe d'enseignants débutants en maternelle et c'est souvent que je revois les régularités, quoi. Donc, pour moi, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est des passages obligés. Si depuis 20 ans, je vois des débutants faire toujours, on va dire, les mêmes, tomber dans certains pièges, on peut appeler ça des pièges, c'est peut-être parce que c'est un passage obligé pour apprendre le métier. Donc, lui, quand il prépare, il a un objectif très fort, c'est le langage au cœur de tous les apprentissages, ce qui se traduit après par un double objectif pour les séances construites. Et ça, on vous le dit tout le temps, les doubles objectifs, c'est pas bon, blablabla, sauf qu'en même temps, on vous dit que le langage, il y en a partout. Donc, si du langage, il y en a partout, forcément, il y a toujours un double objectif. Donc, il y a quelque chose dans la formation qui n'est pas toujours très simple à décoder. Et lui, il a deux grandes logiques d'action qui sont décrites un peu comme ça. Il a le concept, on va dire, de l'apprentissage ludique et du faire plaisir. Pour lui, en maternelle, il faut absolument faire plaisir, ce qui va le conduire à théâtraliser et à fabriquer des facsimilés de petits beurres, parce qu'il y a une situation où il faut distribuer des gâteaux, qui prend une grande partie de son temps de préparation. C'est-à-dire qu'il va passer plus de temps à découper et à préparer des facsimilés qu'à vraiment réfléchir à sa situation. Mais pour lui, c'est important, c'est plus important que l'apprentissage soit ludique que le reste pour le moment. Et ensuite, il a un autre concept dans sa tête pour construire sa séance, c'est que l'erreur est le signe de la difficulté scolaire. Donc, je vous refais, là, je vous ai parlé du cercle vicieux. Christian, lui, c'est un enseignant qui, autour de lui, il a d'autres enseignants. Donc, c'est-à-dire que bien qu'il est plus âgé en rentrant dans le métier, il baigne un peu dans ce milieu-là sans jamais avoir pour autant enseigné.
très vite, quand il est immergé dans son école, il a très vite compris, parce qu'on lui a très vite dit qu'il fallait différencier, qu'il fallait mettre les élèves en réussite, blablabla, blablabla. Et donc, pour lui, il l'interprète comme ça dans un premier temps, l'erreur est le signe de la difficulté scolaire, donc il faut l'éviter. Ce qui va le conduire à abaisser ses exigences, c'est-à-dire qu'il va utiliser des nombres bien plus petits qu'on ne devrait en grande section. Il va s'arrêter à manipuler des nombres inférieurs ou égaux à 5, ce qui est vraiment très petit pour le mois de décembre-janvier en grande section. Donc, au détriment des apprentissages et au profit finalement de ce qu'on appelle une réussite immédiate. Christian, par ailleurs, ne s'appuie pas non plus sur certains apports de la formation, comme les apports de la formation, c'est moi qui les avais faits, je les connaissais. Et on les avait invités à ce que les élèves apprennent à valider, à recommencer. C'est-à-dire, si tu te trompes, c'est pas grave, tu recommences. Mais pour lui, réussir, c'est réussir du premier coup. Si on recommence déjà 2 ou 3 fois, c'est que déjà l'élève est en difficulté. Donc, on voit aussi là un diagnostic qui tombe très vite sur la difficulté scolaire, c'est si tu réussis pas au bout de 2-3 fois, tu es en difficulté scolaire et il va falloir que je signale ta difficulté scolaire ou en tout cas que j'y remédie. Bon, alors vous allez voir, le cas de Christian n'est quand même pas pour autant complètement désespéré, je n'étais pas désespérée du tout. Et donc là, c'est une image de sa classe, vous voyez les petits facsimilés, les petites assiettes, il a mis un grand soin à préparer sa classe. Et finalement, il est passé à côté des objectifs de la situation qui a été proposée par Capmat. Hop là. La deuxième, Salomé, qui est plus jeune et qui ne vit pas comme ça dans un milieu enseignant où elle entendrait il faut différencier, il faut machin, etc. Et donc, elle, finalement, elle peut s'appuyer que sur les apports de la formation. Et elle, ce qu'elle a entendu en formation, c'est que si elle prépare bien, ça va lui permettre d'éviter l'improvisation et finalement, elle n'aura pas d'erreurs ou de choses surprenantes dont il faudra qu'elle s'occupe. Elle s'exprime très, très facilement. Elle a une manière de présenter la situation et les consignes qui est épurée. Il n'y a pas d'histoire de « on va jouer à la marchande » parce que Christian, il dit « on va jouer à la marchande ». Une fois, il vouvoie ses élèves. Une fois, il les tutoie, etc. Non, elle est très, très sobre dans les consignes. Il n'y a pas de facsimilé. C'est des jetons qu'il va falloir répartir. Et elle met tout de suite les élèves dans la tâche sans faire beaucoup de théâtralisation. Dans l'analyse de ces séances, Salomé exprimera ses difficultés à anticiper sur les erreurs ou les procédures des élèves, chose qu'en formation initiale, on vous force, on vous demande de le faire. Or, c'est quand même très difficile d'anticiper sur des erreurs et des procédures d'élèves quand on n'en a jamais vu. Et elle comptait donc sur une bonne préparation encadrée par son enseignante. Donc, elle se dit là, j'ai passé 4 heures à préparer avec mes collègues et avec mon enseignante, enfin ma formatrice. Donc, tout devrait rouler comme sur des roulettes. Contrairement à Christian, l'erreur commise par les élèves n'est pas symptomatique de la difficulté scolaire quand elle a été prévue. C'est-à-dire que Salomé va être face à certaines difficultés, certaines erreurs d'élèves, et là, elle trouve comment faire pour vite remédier à cette erreur-là, parce qu'elle l'avait prévue. En revanche, elle va avoir d'autres erreurs non comprises par elle, notamment une petite fille dont elle sait qu'elle ne savait pas dénombrer au-delà de 3, et pour autant, lorsque cette petite fille devait cacher une grande quantité d'objets, elle était capable d'aller rechercher le même nombre d'objets qu'elle avait cachés. Et là, je vous parle de 12 objets. La petite fille avait caché 12 objets, elle était capable d'aller en rechercher 12. Or, Salomé sait qu'elle ne sait pas, elle sait que cette petite fille ne sait pas compter au-delà de 12. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'elle a fait des films qu'on s'est rendu compte que la petite fille savait que 12, c'était 4 groupements de 3 jetons. Et comme elle savait que c'était 4 groupements de 3 jetons, la petite fille faisait 1, 2, 3, puis encore 1, 2, 3, puis encore 1, 2, 3. Et c'est grâce à la vidéo que Salomé a pu analyser la réussite de son élève. C'est-à-dire que Salomé, là, se posait non pas des questions sur des erreurs, parce que ce n'est pas une erreur, mais sur la réussite de son élève. Son élève était en réussite, alors que Salomé avait une bonne connaissance de son élève et savait que son élève ne savait pas compter jusqu'à 12. Et donc, la petite vidéo lui a permis de voir ça. Et alors, qu'est-ce que la vidéo de Salomé a eu comme effet sur Christian? C'est que Christian s'est rendu compte que les élèves de Salomé, dans l'ensemble, étaient plus performants que les siens.
et notamment parce qu'elle n'avait pas fait tout cet enrobage là de biscuits, de je vous vois, etc., etc. Donc, ça a permis à Salomé, pas à Salomé, mais à Christian de se rendre compte que les élèves pouvaient prendre plaisir à comprendre et à faire des mathématiques sans pour autant que ce soit ludique. Et si on a réussi à faire ça, c'est parce que tous ensemble, en fait, présentaient la même situation à quelques variantes près. C'est-à-dire que dans le groupe, là, des M2, c'était pas, chaque sous-groupe faisait quelque chose de différent. On en avait 32 d'ailleurs. C'est les 32 étudiants faisaient la même séance de classe dans leur classe. Et donc, on offrait la possibilité à tous les étudiants d'échanger sur une séance qui avait été co-construite, mais à 32, et pas tout seul dans son coin. Bon, celle-là, je n'ai pas le temps de vous montrer, donc voilà. Donc, je suis assez optimiste dans un certain sens. C'est tout d'abord de dire que la logique de réussite immédiate qui est, comment dire, très forte chez les enseignants débutants, mais qui existe également chez les enseignants moins débutants, n'est pas figée, mais c'est plutôt une réponse à ce que l'institution impose en termes de « il faut que vos élèves soient en réussite et qu'ils obtiennent des bons résultats, etc. etc. » Et elle semble être un refuge lorsque des débutants ne savent pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils essaient de les mettre en réussite tout de suite, soit en limitant les nombres, en réduisant des nombres, soit des fois en tuant le problème, en leur donnant presque la réponse, soit en faisant comme la première jeune, c'est-à-dire en pensant que tout ce qui est un peu trop compliqué, il fallait l'enlever pour trouver une situation toute simple où on court autour d'un circuit. Donc, Christian, lui, arrive dans un métier acculturé à certaines doxas et la dimension collective de la formation va l'amener à se questionner ou tout du moins à proposer des alternatives viables à sa pratique par l'observation des pratiques de ses pairs. C'est bien parce qu'il a eu l'occasion d'aller voir comment des personnes qui avaient le même niveau d'ancienneté et de pratique que lui, sur la même séance. Donc, c'est finalement, vous savez, quand on est enseignant, enseignant du premier degré, on a très peu l'occasion de tester plusieurs fois de suite la même séance, la même année. Contrairement à un prof de 6e ou de 5e, s'il a 2 classes de 6e, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec la 6e A, il va peut-être réussir à le faire avec la 6e B. Mais là, c'est compliqué. Et puis, on a vu également que pour pouvoir faire évoluer les pratiques des enseignants débutants, on avait vraiment besoin de se reposer sur un collectif qui est prêt à échanger et à mutualiser ce qu'il est en train de faire. Et donc là, j'arrive avec ma petite conclusion de fin, c'est que la formation actuelle telle qu'elle est proposée a complètement détruit ça. Ce n'est plus possible de mutualiser. C'est plus possible déjà c'était très difficile à l'époque, puisque maintenant le concours est en fin de M2, l'orientation qui a été faite dans la plupart des masters, c'est plutôt de préparer un concours. Alors à Créteil, c'est d'autant plus drôle que la probabilité pour que tout le monde réussisse le concours est assez forte quand même. Donc voilà, et finalement on prépare beaucoup moins au métier. Et voilà. Donc pour faire ça, il faut avoir les maquettes qui le permettent, il faut avoir du temps, il faut avoir des enseignants débutants qui sont dans des classes assez proches et certaines autorisations pour avoir du matériau commun pour pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, donc cette expérience commune à une trentaine d'étudiants a vraiment accéléré le processus en montrant différentes manières d'ajuster la composante cognitive et médiative, parce que tous les jeunes n'avaient pas fait les mêmes choix en termes de médiatifs, notamment en termes d'usage de la fabrication de certains matériels. Cette expérimentation montre qu'il est possible de développer l'exercice de cette vigilance didactique à la condition que le processus d'institutionnalisation des connaissances didactiques prenne en compte leur opérationnalisation. Alors, je vous le traduis, ce qui veut dire que ça ne suffit pas de transmettre des connaissances en formation, des connaissances un peu descendantes. Si en plus, dans les instituts de formation, on n'aide pas à faire comprendre comment on va les mettre en œuvre pour de vrai dans les classes, il ne faut pas s'étonner alors qu'il y ait un espèce de grand vide entre ce que l'on transmet en formation et ce qu'un enseignant débutant est capable de vraiment mettre en œuvre. Et j'en ai fini. Nous vous remercions, Cécile Allard, pour cette première intervention pour notre webinaire.
on retrouve les revendications du SNUIPP-FSU en lien avec une formation initiale ambitieuse qui permette justement une entrée progressive dans le métier et la possibilité de faire des allers-retours entre la théorie, la pratique, le terrain et l'analyse des pratiques par les pairs. Donc vraiment, on vous remercie chaleureusement. On va passer la parole à Sébastien Pez dans un deuxième temps et ensuite nous aborderons les questions qui nous ont été soumises soit via le Facebook, soit l'onglet QR sur Zoom. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je regarde si je parviens à retrouver... Je regarde si je parviens à retrouver mon PowerPoint. Il est là. Alors, est-ce que ce que vous voyez est clair? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce qu'il y a un partage d'écran? Là, ça semble être bien. Si tu pouvais augmenter un petit peu la police, enfin, la taille. Ça semble bien. Ouais. Bon, là c'est bien, Sébastien. C'est parfait. Merci beaucoup. Génial. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, collègues du SNUPP, pour votre invitation. Cécile, pour cette intervention passionnante. Alors, vous voyez mon plan à l'écran et je dois être honnête avec vous. Il est possible que par moment, vous ayez le sentiment d'entendre parler un extraterrestre, parce que moi, j'ai fait une classe pays freinée pendant un certain nombre d'années dans une école très alternative, privée, hors contrat. Et à un moment où l'école travaillait sur des pratiques alternatives depuis 30 ans. Et comme c'est un milieu dans lequel, parmi plein de maîtres mots, on en a un qui est ne rien dire que nous n'ayons fait, je vais vous parler de mes pratiques et des pratiques de mes collègues et de la manière dont, dans ces pratiques, on pense ces notions de préparation et de gestion, ou de la manière dont on ne les pense pas ou dont on les pense différemment. Et ça va peut-être vous paraître, par moment, assez perturbant, notamment si vous découvrez l'API et les pratiques de l'institutionnel telles que je vais les présenter aujourd'hui. En d'autres termes, je vais vous parler chinois et je vais donc passer la première moitié de la présentation à vous donner des notions de chinois, ou plutôt de langage pédagogie institutionnelle, pour que vous compreniez dans quel cadre on en arrive à penser la préparation comme on la pense et les raisons pour lesquelles on refuse de penser et de parler en termes de gestion de classe. Donc ça, c'est les deux premiers points, le préambule autour de la question des techniques et des mots. Un deuxième point sur 4 grands principes qui structurent l'activité de l'enseignante et de l'enseignant et l'activité de la classe et des élèves. Et puis les 2 points suivants définissent la manière dont on envisage la préparation et dont on envisage l'ambiance et l'articulation entre les deux. Alors, pour commencer ce petit préambule, je sais qu'il circule une rumeur dans les milieux éducatifs selon laquelle la pédagogie institutionnelle fournit un ensemble de techniques et de méthodes qu'on peut importer dans la classe ordinaire. Donc, je vous informe tout de suite, si vous avez entendu cette rumeur, que c'est un hoax, c'est une fake news. La pédagogie institutionnelle, un projet politique et éthique d'émancipation. C'est des visées très spécifiques des conceptions de l'enfant, de l'éducation, de la classe, du sujet, qui sont souvent très incompatibles avec le type de projet tel qu'il est défendu depuis quelques années, peut-être même quelques décennies par l'institution. Et du coup, penser les techniques sans les intégrer dans leur complexité, dans leur caractère très systémique, rend à peu près impossible leur utilisation.
Deuxième point important sur le sens des mots, la pédagogie institutionnelle, c'est une pratique, c'est des pratiques, mais c'est surtout des équipes qui se mettent très, très, très régulièrement autour d'une table pour penser leurs pratiques communes avec un soin extrême aux mots. Les mots, vous le savez, c'est une évidence, véhiculent une idéologie. Il est très difficile de ne pas transférer cette idéologie dans les classes si on accepte de parler avec le vocabulaire et le lexique qui est dans l'air du temps. Alors c'est l'une des raisons, j'y reviendrai, pour lesquelles on refuse de parler de gestion de classe, on parle de sujets humains, sûrement des choses qu'on gère, les managers gèrent, les salariés qui sont les pions au service de leur peut-être qu'on gère des troupeaux, mais on ne gère pas des groupes humains et des sujets. C'est l'une des raisons pour lesquelles on parle d'ambiance plutôt que de climat ou de gestion de classe. Et de la même manière, on est très attentif à ne pas importer dans notre pédagogie tout le vocabulaire du paternalisme libéral qui est très à la mode, bienveillance, bien-être, respect, etc., qui est un moyen finalement d'entretenir des formes d'asymétrie radicale qui, sous couvert d'une espèce de sentiment pas très bien réfléchi, va permettre de maintenir des formes d'asymétrie radicale entre l'enfant et l'adulte et de priver de manière systématique l'enfant de son pouvoir dans la classe. Et puis, dernier point, les fans de Nasreddin Hoxha connaissent cette manière de le présenter, fou au pays des sages et sage au pays des fous. Nasreddin Hoxha, il est souvent en très grand décalage parce que les principes qui portent sa pensée sont souvent assez éloignés des principes qui portent la pensée de ses interlocuteurs. Et j'insiste sur ce point-là, il y a pas mal de principes qui aujourd'hui sont affirmés de manière permanente par les auteurs des politiques publiques et relayés par les médias qui sont souvent considérés en pédagogie institutionnelle comme des contre-principes absolus, c'est-à-dire précisément ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je disais que je vous donnerait peut-être l'impression d'être un extraterrestre, parce que certains des principes que je vais avancer vont contredire probablement beaucoup de choses que vous avez entendues et entendez encore. Quelques principes. Alors là, de la même manière, je passe très très vite sur des logiques d'organisation de l'activité dans une classe pédagogie institutionnelle et par ailleurs dans une école pédagogie institutionnelle. Présenté, je réinsiste sur un point. Je vous parle d'un dispositif pédagogique qui, au moment où il fonctionne et où moi je participe à le faire fonctionner, est rodé depuis 30 ans par plusieurs générations d'enfants et d'adultes. Il est donc extrêmement abouti. Et là, je vous le présente comme un tout dans sa version finalisée. Et du coup, ce que je vous présente, on ne peut absolument pas un instant imaginer de le transposer du jour au lendemain dans sa classe. Je ne peux pas vous le présenter autrement dans un premier temps et dans un temps relativement court, mais dans la suite de l'échange, on va probablement revenir sur comment font des équipes pour partir d'un fonctionnement de classe ordinaire et très progressivement, c'est-à-dire sur plusieurs années, faire évoluer l'organisation de leur classe. Ça renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure. Comment je fais du freinet dans un endroit où on me demande des fiches de prep et un cahier journal? Et est-ce que je fais une post-préparation plutôt qu'une préparation? Merci d'abord pour cette question posée de manière très fine. Et ensuite, je pense qu'on y reviendra et on verra comment très, très concrètement s'organise ce genre de transfert des pratiques. Donc, 4 petits principes que je présente autour de ce à quoi on renonce. On renonce d'abord à une pratique pédagogique et didactique qui serait pensée comme l'application d'une théorie. C'est-à-dire que pour faire le travail que je vais présenter, il faut être sans arrêt dans une pratique qu'on analyse pour produire des théories produites avec les collègues et qui elles-mêmes
font évoluer en permanence la pratique. Pour le dire très précisément, dans l'institution dont je vous parle, il y avait un total de 17 heures de réunions hebdomadaires impliquant les enfants et les adultes. Le cœur du travail pédagogique se faisait dans ces réunions. Les adultes, pendant 2h30 chaque jour, déjeunaient et travaillaient ensemble pendant que les enfants étaient en autonomie, avaient une réunion de 2 heures par semaine pendant que les enfants étaient en autonomie, avaient un dîner hebdomadaire pendant lequel ils travaillaient et dînaient pendant plus de 3 heures, et d'autres réunions s'ajoutaient à ça qui impliquaient les enfants. Donc un énorme travail réflexif permanent. Deuxième élément, on renonce à associer une visée d'apprentissage à ce qu'on appelle dans l'éducation nationale une séance, parce que pour être très clair, ça n'est possible que si on a des visées d'apprentissage trop modestes, trop peu exigeantes. Et on considère qu'il est illusoire de considérer qu'on contrôle ce qui va se passer dans le cerveau d'un enfant à l'échelle de 20, 30, 40 ou 50 minutes. Ce qui signifie qu'on va avoir une stratégie radicalement différente dont je vous parlerai en vous présentant la question de l'annonce. Troisième chose à laquelle on renonce du coup, c'est les séances elles-mêmes, c'est les séquences elles-mêmes, le cahier journal, les fiches de prep, la progression, la programmation, tout ça n'existe plus pour une raison simple. Il n'y a plus jamais de séances pendant lesquelles on considère qu'un collectif d'enfants va réaliser les mêmes apprentissages. Il y a des temps communs structurés par des activités productives, par des œuvres que l'on va produire. La question des apprentissages ne vient plus du tout définir ce qui se passe à l'échelle d'une séance. Et puis, alors j'essaye de le préciser un peu, c'est peut-être l'idée la plus perturbante. En pédagogie institutionnelle, on considère qu'on va cesser de s'occuper des enfants. On va s'occuper de construire un milieu riche dans lequel les enfants vont pouvoir rencontrer une très, très grande variété de situations, d'expériences, de questionnements, d'activités. Et on sait que du contact avec ce milieu riche déboucheront toute une série d'apprentissages. On ne sait simplement pas qui apprendra quoi, à quel moment, et on renonce à essayer de le savoir. Et puis la dernière chose à laquelle on renonce, j'utilise là une expression de Lippmann, on s'interdit de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. C'est Lippmann qui dit ça, hein, l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sa vie à répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Et donc dans une forme scolaire traditionnelle, il est possible, j'ai donné cet exemple récemment dans une rencontre du SNUPP, il est possible de se planter dans la classe et de dire « et maintenant, on va faire géographie ». Alors ça devient absolument illégal parce que si on fait ça, on se met à répondre à une question qui n'a pas été posée. Et vous allez voir pourquoi en termes de préparation, de conception de la préparation, on considère que ça doit être remplacé par des sources, des motivations de l'activité radicalement différentes. Préparation et gestion, ou plutôt non-préparation et question de l'ambiance dans le cadre de ce projet de la pédagogie institutionnelle qui est, avant d'être une série de méthodes, un projet, je le redis, politique et éthique, un projet relativement radical d'émancipation de l'enfant et de transfert de tous les pouvoirs qu'il est possible de transférer aux enfants dans la classe. Alors, je rentre dans des choses, du coup, maintenant, presque plus concrètes. Je commence par une expression dans cette section 3 qui porte sur la préparation ou la non-préparation. Je reprends une expression qui vient d'un autre contexte que j'emprunte à un collègue qui s'appelle Gaston Pinault, qui a travaillé sur la formation d'adultes. Son expression, c'est haut sur le cadre et bas sur le contenu. Ça veut dire qu'on va avoir un cadre temporel, spatial, institutionnel extrêmement précis
coproduit, copensé, coporté par les enfants et les adultes, mais que sur le contenu, c'est-à-dire ce dont on parle et ce que l'on apprend, l'adulte va très largement s'effacer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre? En gros, on n'a plus des entrées disciplinaires, on a des activités types. Ça, c'est une structure de la semaine. Ça, c'est 2003 ou 2004. Aujourd'hui, en 2022, elle doit être à peu près la même. Et au début des années 80, elle était à peu près la même. Elle varie relativement peu. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les temps institutionnels dans lesquels les enfants et les adultes vont porter le fonctionnement de la classe, vont décider ensemble de ce qu'on fait et de la manière dont on le fait. Et il faut comprendre aussi que cette structure elle-même résulte d'un travail qui s'est fait pendant des décennies et pendant lesquelles plusieurs générations d'enfants, via la réunion, ont fait évoluer ce cadre. On a donc ce cadre très général dont le contenu va évoluer de semaine en semaine autour de grands types d'activités. Là encore, on n'a pas d'entrée disciplinaire d'abord. Mais en gros, pendant une semaine, on va faire comme dans cet exemple, sortie, enquête et journal. Dans une autre semaine, le projet collectif, l'activité collective ou la tâche productive, ça va être la correspondance scolaire. Et puis dans d'autres, ça va être le texte libre. Et dans d'autres encore, ça peut être de la production de texte. Et on sait en revanche qu'on va pouvoir, avec des adultes différents, traiter ce même projet collectif via des disciplines différentes. Et donc, des enseignants vont intervenir essentiellement en maths et en français, et plus ponctuellement, comme vous le voyez là, en anglais, mardi en deuxième partie de matinée, en histoire et en sciences, le vendredi en deuxième partie de matinée. Ça bouge pas mal en revanche d'une année à l'autre, ces deux cases peuvent évoluer. Autre élément important, c'est qu'on va avoir, je disais, un cadre temporel, spatial, mais surtout un cadre institutionnel. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'outils et de procédures qui ont été produites par les enfants et qui vont leur permettre de vivre les activités de manière autonome. Des procédures qu'ils maîtrisent, qu'ils ont créées, qu'ils se transmettent entre eux, qui font que très concrètement, pendant une case d'1h30 de production d'une lettre au correspondant, la gestion de l'activité ne revient pas à l'adulte. Il n'intervient pas là-dessus. Il n'intervient pas sur l'activité en autogestion et il va être ou elle va être entièrement disponible pour s'occuper de petits groupes d'enfants ou d'enfants individuellement et faire quelque chose que j'évoquerai dans quelques minutes qui sont, on pourrait dire, des mini-cours, même si ce n'est pas une formulation officielle de la pédagogie institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? On a ce cadre que je vous présentais. Et puis, pourquoi j'ai mis en tout petit cet emploi du temps au milieu de la page? Parce que finalement, le temps en classe, ça n'est qu'une partie du temps de vie de l'enfant dans l'institution. Ça doit être à peu près le quart de son temps éveillé. On est dans un internat, donc il y a des moments où l'enfant dort, et quand il ne dort pas, il passe le quart du temps d'activité dans la classe. Il y a donc toute la vie dans l'école, toute la vie hors l'école, les ateliers qui regroupent des enfants de tous les âges, les projets culturels de l'école, la vie quotidienne et d'internat, tous les temps d'activité autonome. Et tous ces temps-là vont être source de questionnements qui vont être formulés et généralement qui vont arriver dans le quad 9. Je disais haut sur le cadre, on a un cadre formel, des outils, des procédures, des institutions qui sont très précis, qui sont très maîtrisés par les enfants et qui font que, en gros, l'adulte ne fait plus la classe, n'anime quasiment plus jamais un groupe classe. Haut sur le cadre, mais bas sur le contenu, ça veut dire que l'adulte ne décide pas de ce qu'on va faire dans la semaine. Et généralement, quand il arrive le lundi matin, il n'a aucune idée
du programme de la semaine, puisque c'est dans le quad 9 que le questionnement des enfants va être formalisé et qu'ensemble, ils vont déterminer les projets dans lesquels ils s'engagent. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, il y a un invariant anthropologique. L'école en France et ailleurs, depuis un siècle et demi, essaye de se faire croire que ça n'existe pas, mais il y a un principe fondamental qui est que tout apprentissage repose sur des dynamiques d'enquête et que ces enquêtes, elles sont motivées par un doute sincère, un désir authentique de savoir. Et dès lors qu'on se prive de cet outil qui est le plus puissant levier de l'activité tout court et de l'activité cognitive de l'enfant, on se prive de ce qui règle 90% des problèmes dans l'école. On se prive du principal moteur de ce qui peut se passer en termes d'activité et d'apprentissage dans une école. Bas sur le contenu, ça veut dire que l'adulte ne va pas s'occuper de déterminer ce qu'on fait et sur quoi portent les projets. Ça veut dire aussi que on va remplacer l'entrée par les disciplines et par les activités déterminées par l'adulte, on va remplacer ça par un travail authentique. Qu'est-ce que ça veut dire un travail authentique? C'est qu'on ne va jamais rentrer dans la classe pour 3/4 d'heure et 1 heure et dire, puisque les manuels ou les programmes me disent qu'il faut apprendre ça, alors le sens de notre coprésence dans la classe, c'est apprendre ça. Le sens de la coprésence dans la classe des enfants et des adultes, ça n'est jamais apprendre ceci ou cela, c'est produire une œuvre. Produire ce que vous voyez sur la gauche, un journal, ou ce que vous voyez sur la droite, la lettre au correspondant. Travail authentique, c'est une expression de Freinet. C'est quelque chose qui n'est pas du jeu, qui est une activité par laquelle l'enfant participe au collectif, à une entreprise qui a un sens anthropologique, participer à la marche de la classe de l'école, comme un jour, on espère que ces enfants participeront par une activité professionnelle, des engagements bénévoles, etc., à la marche d'une société. Et puis, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sur le contenu que c'est les enfants qui prennent le pouvoir sur la programmation de leurs apprentissages. Et on fait ça d'une manière extrêmement simple le jour où ils arrivent. Donc là, on est dans une classe primaire unique qui commence au CP, parfois à la grande section, et qui va jusqu'au CM2, parfois jusqu'à la 6e. Un enfant qui rentre dans la classe, on lui remet le livret des ceintures de scolarité avec la liste de ce qu'on appellerait dans l'éducation nationale la liste des compétences à développer, à construire. Chaque enfant a ce livret, il a la liste de l'ensemble des compétences avec l'accompagnement d'enfants plus âgés, plus expérimentés, plus experts de la classe. Il va apprendre à lire, à décrypter ces listes de compétences. Et dans le cadre des activités du projet, du journal ou de la correspondance collective et individuelle, chaque enfant va aller puiser dans ce carnet et déterminer quand il apprend quoi. On s'émancipe donc assez radicalement des programmes. On peut travailler Thalès avec l'ensemble des enfants de la moyenne section à la 6e, si les questions qui se posent font qu'aujourd'hui, c'est pertinent de travailler sur Thalès. On retrouve donc cet emploi du temps, haut sur le cadre, bas sur le contenu. Mais vous l'avez compris, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le programme. Le programme, simplement, il est maîtrisé par chacune et chacun des élèves de la classe. Et dans le cadre d'une activité collective, il y a tout un tas de situations qui vont pouvoir s'organiser pour que se construisent les apprentissages que les enfants ont décidé individuellement de développer. Donc, ça va être du travail en petits groupes hétérogènes tout le temps, fonctionne en îlot, et un îlot, c'est des enfants de, en gros, 5, 6 à 12, 13 ans, avec des niveaux de responsabilité et de compétences qui sont extrêmement hétérogènes. C'est l'objectif
Là encore, on considère qu'une classe qui ne serait pas extrêmement hétérogène ne pourrait pas fonctionner. Il va y avoir des mini-cours. L'enseignante ou l'enseignant a plein de temps pour s'occuper des enfants individuellement, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Par exemple, les jeunes qui sont en train de rentrer dans la lecture, à qui il va falloir faire quotidiennement des cours de lecture. L'adulte est disponible pour ça. Et on va avoir les outils que vous connaissez, comme les fichiers autocorrectifs. On va rencontrer des experts, on va sortir de la classe et évidemment, on est dans une logique permanente de plan de travail. Et dernier point, et je crois même que je suis dans les temps et c'est un miracle, la préparation, j'arrive donc à l'ambiance, à ce dernier point. La préparation, vous voyez bien que c'est un terme qui a un sens très différent. La préparation, elle a commencé en septembre 1973, quand l'école a été créée. Et depuis 1973, il y a à peu près 350 ou 400 enfants et 30 ou 40 adultes maintenant qui travaillent quotidiennement à la préparation de ce cadre et qui le font évoluer. La préparation sur les contenus n'existe plus puisque la préparation porte sur les dispositifs, les procédures et les rituels. Mais là, encore une fois, elle se fait pour l'essentiel dans le temps de classe avec les élèves, dans les instances, dans les conseils. Une chose qui existe en termes de préparation encore pour l'adulte, c'est l'alimentation des fichiers. Parce que pour le plan de travail, il y a encore un besoin, évidemment, de production de support par l'adulte. Voilà pour ce terme de préparation, et j'en viens maintenant à quelque chose qui n'est pas la gestion ou le climat de classe, qui est la question de l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens, quand vous les interrogez sur le climat de classe, vont assez spontanément vous dire « c'est plutôt chouette, ils sont plutôt calmes, il n'y a pas trop de bruit dans ma classe ». Ce qui me semble, moi, le diagnostic d'une classe qui va très mal. On accueille des enfants et en théorie, dans une bonne ambiance de classe, une ambiance de classe coopérative, ils sont plutôt pas calmes et c'est plutôt très bruyant, aussi bruyant qu'il le faut, tout simplement parce qu'il y a à la fois de l'activité collective et individuelle en permanence et que ce travail, il suppose de communiquer. Ce qu'on appelle parfois le bavardage, qu'on appelle dans ce contexte-là le travail scolaire. Alors, l'ambiance, ça n'est pas le calme, ça n'est pas le silence, ça n'est pas l'absence de bavardage. L'ambiance, ça n'est surtout pas l'absence de conflit, je vais y revenir, et ça n'est surtout pas l'absence d'infraction. L'ambiance, je reprends une expression de Bruce Begou, c'est la tonalité affective d'une situation. Et une situation, quand tout va bien dans la classe, elle peut être agréable, désagréable, elle peut être bonne, elle peut être tendue, elle peut être critique, pénible, triste, enjouée, enthousiaste, apaisée, etc. En tout cas, elle est là quoi qu'on en pense, et ça n'est pas nous qui décidons de cette ambiance. En revanche, on décide que collectivement, enfants et adultes, via les outils dont on dispose, on a une responsabilité collective qui est de toujours travailler à ce que cette ambiance soit la meilleure possible pour que chacune et chacun puisse faire son travail, pour que chacune et chacun puisse produire. Mais vous allez voir que ce problème, en fait, est réglé par avance. Et pour que chacun et chacune, quand elle est en train ou quand elle est en train d'apprendre, puisse le faire. Donc, les enfants sont responsables de ce travail d'ambiance avec le support de l'adulte qui, en tant que membre du groupe, peut, comme tout membre du groupe, évidemment, râler quand l'ambiance lui déplaît, mais il le fera comme tout le monde dans le cadre des institutions qui sont prévues. Qu'est-ce qu'on va faire pour travailler ça plus précisément ? On va avoir une série d'interdits, les fameux interdits fondateurs, qui sont interdits du meurtre ou du meurtre symbolique, de l'inceste ou de la fusion et du cannibalisme ou du parasitage.
Interdit de la fusion, ça veut dire qu'on fait collectif, il n'y a pas de clan, on n'est pas dans son coin avec ses potes et on participe à l'activité collective. Interdit du parasitage, on est dans la classe pour travailler et apprendre. On ne tolère pas dans la classe ou dans l'école des activités qui ne sont pas au service du projet. C'est l'interdit du parasitage. Interdit du meurtre symbolique, c'est l'interdit de la négation de l'autre, de la moquerie, de l'agression, de la violence. On va traduire tout ça en une expression la plus simple possible. Dans la pédagogie institutionnelle, il y en a eu une traditionnellement qui était ne pas nuire. Nous, on disait on ne se moque pas. Et puis, il y a un autre principe, ou plutôt une série de principes, qui est le respect inconditionnel des principes du droit. Si vous n'avez pas lu Bernard de France, Sanctions et discipline à l'école et les principes du droit dans l'école, lisez ça. Ça fait partie des outils dont on dispose pour ensuite laisser une grande liberté. Sur cette base-là, on va considérer que l'ambiance, c'est surtout pas l'absence de conflit ou de tension ou de crise, pour deux raisons. La première, c'est qu'on pense que c'est inévitable. Quand on fait une classe coopérative et quand on est dans le vrai travail, ça produit du chaos. C'est inévitable. Voilà, la vie, elle n'est pas ordonnée, organisée. Ces formes d'activité créent de la tension. Faut l'accepter. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas juste inévitable, c'est attendu, bienvenu et nécessaire. C'est-à-dire c'est une nécessité éducative absolue. Si je voulais le dire de manière un peu caricaturale pour tenir le temps, il n'y a pas 10 000 manières. Ça s'appelle une fausse alternative en rhétorique, ce que je fais, mais vous vous défendrez ensuite. De l'utilisation de cet outil rhétorique, il y a deux grands moyens d'éduquer un enfant. Hein. Le moralisme petit bourgeois, je reviens à bienveillance, respect, bien-être, patati, patata, ou ce qu'on appelle, j'ai découvert cette phrase il y a 2 jours, c'est une phrase de Jacques Pain qui était citée par Philippe Mérieux, la violence de l'enrobement, c'est-à-dire dans une espèce d'ambiance dégoulinante de bonnes intentions, l'adulte garde sa place de petit père la morale ou de petite mère la morale. Donc ça, c'est une option. Mais dans une pédagogie émancipatrice, on n'a pas le droit de faire ça. Et la deuxième option, c'est de mobiliser la crise, les tensions, les conflits, les infractions, tout ce qui va dans la classe empêcher l'œuvre coopérative de se développer et de partir de ça pour travailler dans les conseils ensemble sur comment on s'y prend pour vivre et travailler ensemble. Et puis tout dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, et c'est quelque chose qu'annonçait Maï-Hélène Lemaire tout à l'heure. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça et qui articule la question de l'ambiance et la question de l'activité, ça se résume à une phrase de Fernand Houry, la discipline de chantier plutôt que la discipline de caserne. Dans la discipline de caserne, je ne fais pas de bêtises parce que je me prends un coup. Et sur l'autoroute, je respecte les limitations de vitesse, pas parce que je pense que c'est bien, mais parce que je ne veux pas me faire flasher. C'est un rapport hétéronome à la loi. Et quand le prof n'est plus dans la classe pour tenir la loi, quand elle n'est pas incorporée et qu'on s'en va, et ben ce qui se passe, c'est du grand n'importe quoi. La discipline de chantier, c'est les gens qui arrivent sur le chantier, les artisans et les ouvriers et les gens à l'usine et au boulot, qui arrivent à leur parce que ce qu'ils font a du sens. Et que du coup, ils vont se mettre à respecter des règles qui sont constitutives d'un contrat social, parce que si on ne respecte pas ces règles, l'activité qui pour nous a beaucoup de valeur devient impossible. C'est la raison aussi pour laquelle, finalement, beaucoup de questions de gestion de classe vont complètement disparaître quand on travaille dans ce sens-là. Et je me tais. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton intervention. Alors, les questions reviendront dessus, hein, mais il est toujours difficile de réussir à répondre à cette commande institutionnelle qui peut être forte en début de carrière et notamment quand il y a la titularisation pour mettre après en place ce genre de pédagogie. Et on reviendra sur cette mise en place durant les questions.
là, on aimerait on aimerait que vous puissiez répondre ensemble aux questions, avec notamment une question d'ouverture, parce que pour le SNUIPP FSU, la gestion et la préparation de la classe sont deux préoccupations fortes en début de carrière et puis dans la suite de la carrière, et on pense qu'il faut les envisager ensemble plutôt que séparément. Qu'en pensez-vous? Vous avez 2 heures pour répondre. Est-ce que vous voulez qu'on réponde chacun notre tour? Ça vous va? Oui, très bien. Oui. Alors, vous allez voir, je vais faire une pirouette, c'est que Sébastien Pes, il a donné des solutions quand même pour faire les deux. C'est qu'il faut être ambitieux sur le contenu. En étant ambitieux sur le contenu, la gestion de classe, finalement, n'est plus un problème. C'est-à-dire que si on a des élèves qui s'agitent autant, souvent, c'est lié petit à petit à un désintérêt de ce qu'on peut leur proposer. Alors, qu'on s'inscrive dans des pédagogies de projet sans pour autant aller dans des... Parce que c'est la pédagogie institutionnelle, il faut quand même un cadre. Si on est tout seul dans son école, c'est des fois difficile. Parce que moi, j'ai commencé comme ça, en fait. Donc, je sais que c'est difficile quand on est seul. Et pour m'en sortir, je me suis retrouvée en classe unique. Comme ça, au moins, j'avais mon groupe d'élèves, des petits aux grands, et je faisais comme j'avais. Bon, bref. Enfin, tout ça pour vous dire que quand on envisage le contenu en même temps, il y a énormément de questions liées à la gestion de classe qui disparaissent. Et ça, c'est assez magique. Et le problème, c'est que souvent, on veut d'abord régler la gestion de classe et que la gestion de classe passe par l'idéal qu'une classe qui serait bien gérée, c'est une classe où il n'y aurait pas de bruit, où les enfants chuchoteraient, où les enfants marcheraient comme sur des nuages. C'est pas ça la réalité d'une classe. C'est une ruche, une classe. Il doit y avoir un peu de bruit, il doit y avoir un peu d'agitation. Le truc, c'est qu'effectivement, alors sans parler de cannibalisme ou des trucs comme ça, il y a des choses qui ne se tolèrent pas. Mais il l'a dit très bien, Sébastien. C'est la limite s'arrête où on n'apprend plus. Donc, monter sur une table et marcher sur les mains d'un copain, on empêche le groupe de fonctionner. Ça se calme, ça s'arrête. Mais si c'est du bruit, et c'est du bruit constructif, c'est du bruit parce qu'il y a des échanges, même si dans ces échanges, on rit, ben, apprendre en riant, c'est bien. Les classes silencieuses où il n'y a pas de sourire et où les enseignants sont très figés et confondent autorité et autoritarisme, et c'est pour ça que la bienveillance, j'en peux plus, moi, cette bienveillance, en fait. Ça ne veut rien dire, la bienveillance. Donc, voilà. Donc, il faut bien penser contenu. Le contenu, c'est la clé. Et après, la gestion, elle arrive. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Oui, bah, je dis tout pareil. Et alors, je l'annonçais tout à l'heure, là, je sors un peu de ce truc de ce gros trou, de ce gros tout, de ce truc très articulé. Parce que ces principes, on va les retrouver dans une classe dans laquelle on va avoir des séances et des séquences et une programmation, etc. Et vous l'avez toutes et tous vécu, plein et plein de moments, et il y en a de plus en plus, et au bout d'un moment, il y a à peu près que ça dans la carrière, où on a pensé une séance très finement, on a des supports qui sont adaptés, et on adopte le ton et la posture, cette espèce de dégagement où on est un peu moins dans l'angoisse de ce qui va se passer, et on s'autorise à être dans la relation, dans l'interaction et à rire, par exemple. C'est absolument fondamental, ça, quand on parle d'ambiance, et on le voit, en fait, que tout à coup, ça se passe bien. Je donne 2 exemples, un qui est un peu loin et un qui est très, très près de ce que vous vivez tous les jours et qui est très simple à mettre en œuvre. Un peu loin, c'est par rapport à l'exigence, c'est le travail qu'a fait Frédéric Landauer. Pendant très longtemps, elle était institutrice, elle travaillait en classe relais, et puis elle le fait maintenant, elle a passé le concours de documentaliste, elle fait ça maintenant dans son centre de documentation. Elle accueille des enfants qui sont en très grande difficulté et face à qui les exigences ont été réduites et encore réduites progressivement. Et elle met les exigences au plus haut possible, c'est-à-dire elle leur fait bosser Racine, Platon. Et elle ne se pose plus la question du climat de classe parce qu'en 2 heures, ces gamins considérés depuis 2, 3, 5, 10 ans comme des incasables, ils arrêtent de ficher le bazar parce que tout à coup, ce qu'ils font, c'est vrai et ils se rendent compte qu'on les prend au sérieux.
Et puis un truc beaucoup plus près du quotidien de la classe, tout bête, moi je suis souvent frappée de voir dans des regroupements avec les tout petits en mater, mais parfois avec les plus grands, des enfants qui posent des questions autour de choses qui les intéressent sincèrement, et l'enseignante ou l'enseignant qui, au tout début, n'ose pas répondre à ces questions et n'ose pas interrompre l'activité. C'était, il y a quelques mois, une enseignante qui propose une activité très, très bien pensée de compréhension autour de la lecture d'un album. Ce qu'elle faisait était génial. Elle a lu un album à des élèves de CM2, ils sont assis autour d'elle, elle a lu. C'était un moment magique, ils étaient à fond dedans, puisque vous le savez, on peut lire à des CM2 et on peut lire à des enfants de 12, de 14, à des ados de 16, de 17 ans. Ils adorent ça. Les enfants se mettent à faire des interprétations géniales sur l'histoire, hallucinantes. Ils voient des trucs, et avec le recul, je les entends et je me dis, mais je ne l'avais pas vu et pourtant c'est là. L'enseignante ne va pas dans cette direction, parce qu'elle attendait des éléments très précis sur la structure d'une lettre. Ça n'a pas débordé, ils ne se sont pas mis à s'agiter, mais ils ont un peu lâché, ils sont partis dans autre chose, ça a arrêté de les intéresser. Et en fait, là, juste là, on peut s'arrêter et répondre à leurs questions. Et il y a 4 jours, c'était le petit, j'ai oublié son prénom, mais qui, pendant le regroupement, en moyenne section, tient à raconter qu'il s'est vomi dessus pendant la nuit. Sujet absolument passionnant. Et il insiste et il veut en parler. Et évidemment, l'enseignant, il est en train de faire quelque chose, il est dans un autre projet. Et évidemment, petit à petit, lui, ce gamin s'en va et les autres s'en vont parce qu'ils ont tous des questions. Et là, c'est pareil, on a le droit de s'arrêter. Et la question, je parlais tout à l'heure de désir sincère de savoir qui organise toute l'activité, mais évidemment, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de tout changer. Mais le simple fait, une fois dans la semaine, ou 2 fois dans la semaine, dans des regroupements, quand des questions émergent, de dire, bon, je renonce à ce que je voulais faire, on se parle pour de vrai avec les enfants autour de leurs questions, c'est souvent un excellent moyen d'éviter des débordements, des gamins qui lâchent et qui partent dans tous les sens, et de récupérer le coup à moindre frais et sans changer radicalement sa pédagogie. Nous permettons d'intervenir, Sébastien, sur ce que tu viens de dire, et on se disait que cette attitude ou cette posture d'enseignante, elle nécessite une forme de lâcher prise et qui n'est pas si facile à adopter quand on démarre en classe. On sait que si on se penche sur les travaux de Dominique Bucheton, qu'elle décrit des postures plutôt de contrôle en début de carrière et moins de lâcher prise. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? D'abord, je dirais qu'enseigner, ce n'est pas des postures. Enseigner, c'est avoir une relation avec les petits humains que vous avez en face de vous. Alors forcément, c'est impressionnant, surtout quand ils sont petits, de se dire qu'on peut être débordé par un groupe. Bien sûr. Donc, mais si on s'intéresse à eux, mais avec un vrai intérêt, si on les regarde réfléchir, si on les regarde penser, même si c'est des activités préparées, pas forcément, comme a décrit Sébastien, plus ou moins, qui proviennent du groupe. L'enseignant peut apporter des choses et après l'envie du groupe peut naître là aussi. Mais si vous les regardez penser, si vous vous intéressez vraiment à eux, bon là, l'histoire du vomi, soit, mais en cours de récréation, l'enfant qui vient de vous dire j'ai un nouveau bonnet, etc. C'est super intéressant, il a envie de venir vous communiquer, etc. Et du coup, vous ne pouvez plus être dans cette posture. C'est pas une question de posture d'enseigner, c'est une envie de transmettre, c'est une envie de partager des valeurs. Et ça, on le dit pas assez, parce qu'on est trop dans la pédagogie de la réussite, de l'explicite. Il faut que les élèves aient des meilleurs résultats aux évaluations. Mais si on veut obtenir ça, bien sûr qu'on veut que les enfants progressent, il faut d'abord s'intéresser aux petits humains qu'ils sont et les regarder penser, regarder là où ils en sont et les amener. Alors ça a l'air d'être utopique, mais c'est là que le métier, il a toute sa saveur. Oui, moi je dirais il y a
une réponse toute simple à cette question de c'est pas naturel au départ. Faut parler avec les collègues, en fait. Parce que je disais tout à l'heure, qu'en pays, on renonce à une pédagogie qui serait une pédagogie de l'application, où on aurait tout un tas de répertoires de gestes, de catalogues qu'on mettrait en œuvre parce qu'on nous a dit en formation, quand il se passe ça, tu fais ça, quand il se passe ça, tu fais ça. Et oui, il y a tous ces trucs. C'est Marc Durand, je crois, qui a écrit un article qui s'appelle « Ne pas sourire avant Noël ». Et je pense que beaucoup, peut-être que les collègues qui sont là vont nous dire s'ils l'ont entendu ou elles l'ont entendu, eux, en formation ou ailleurs. Mais il y a ce truc qui circule de faut pas sourire et faut pas rire parce qu'il faut construire sa place d'enseignant. Mais en fait, non. Enfin, tous ces espèces toutes ces espèces de gestes ou de techniques prédigérées qu'on appliquerait mécaniquement, ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on va trouver des réponses et qu'on va construire là tout ce dont on est en train de parler, mais en fait, tout ce que vous avez construit, parce que toutes et tous là, quand vous vous regardez il y a 6 mois, quand vous étiez dans les premiers pas dans la classe, quand vous vous regardez ne serait-ce qu'il y a 1 mois et demi, vous avez opéré des tonnes de compréhension et ces compréhensions, elles s'opèrent très vite en allant voir les collègues en disant « il s'est passé ça, est-ce que tu penses que je peux me lâcher un peu, écouter le gamin et discuter de son sujet ?» Et c'est comme ça qu'on va construire des réponses ad hoc, pas les réponses du catalogue de la formation, mais les réponses ad hoc. Et si on reste tout seul, on va mettre des mois et des années parfois à comprendre des choses qui, pour un enseignant ou une enseignante expérimentée, semblent finalement toutes simples. Si jamais on prend le temps de soumettre très régulièrement, quasiment à chaque récré, ces questionnements aux collègues, on va très vite déconstruire un peu ces réponses toutes faites et beaucoup plus naturellement adopter ce regard dont tu parles, Cécile, et qui est moins technique et moins froid, qui est plus ouvert sur la relation avec l'enfant et le groupe. Merci. On va passer aux questions des participants et des participantes. Alors, on a une question de Paluel qui nous dit « J'aimerais pouvoir enseigner à la manière de Freinet. Où peut-on trouver des informations sur ce type d'enseignement? Et est-ce possible d'enseigner ainsi dans le cadre de l'enseignement public ?» Peut-être que je réponds, c'est ça? Oui, la seule chose que je pourrais dire, parce que là, je me mets ma cape de conseillère pédagogique, je te laisse, c'est tout est possible du moment que vous respectez les programmes. Oui, en fait, je crois aussi, c'est-à-dire d'abord, l'essentiel de la pratique Freinet, elle se fait dans des classes d'écoles publiques. Ce dont je parle, c'est à la marge, c'est 2 structures en France. Des classes Freinet, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Donc oui, c'est possible. Le deuxième élément, c'est que tous les gens, y compris les gens qui font les trucs dont je vous ai parlé, ils ont commencé progressivement. Si eux et elles, vous les regardiez faire ce qu'ils faisaient en 1973, non seulement ils n'en étaient pas là, mais le moindre enseignant qui a fait une journée de contractuel alternant, il dirait « mais ils sont vraiment nuls à chier, ces gens-là » parce qu'ils l'étaient. Ils ont mis beaucoup de temps. Et comment ils ont fait et comment font tous les enseignants dans leur classe? Ils commencent par des micro-trucs, c'est-à-dire je vais essayer 15 minutes de conseil hebdomadaire pour faire le bilan de la semaine. Et puis l'année d'après, je vais essayer 1 demi-heure de plan de travail. Et puis l'année d'après, je vais mettre en place le quad 9. Donc c'est un principe hyper important. On met en place les différents outils progressivement. Dernière chose, il y a des groupes Freinet et pays. Et on dit beaucoup en pays ne jamais rester seul. Il faut trouver des alliés. Ça peut être 1 ou une alliée ou 2 ou 3. Mais en gros, il faut se trouver un groupe, soit un groupe pays ou Freinet existant,
soit un truc qu'on se construit avec des collègues, d'autres collègues qui ont envie d'essayer, et on se parle régulièrement pour débriefer. Selon le département, la région dans laquelle vous vivez et exercez, en fait, vous allez trouver des groupes Freinet pays. Vous pouvez passer pour Freinet par le groupe de l'ICEM, qui répertorie des contacts. Vous pouvez passer par le groupe du CEPI, du collectif européen des équipes de pédagogie institutionnelle pour l'API, mais c'est voilà, en étant dans ces collectifs que vous allez, si vous en avez envie, vous lancer. Oui, bien alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que je vous dis, moi j'ai commencé comme ça, et pour vraiment réussir à rentrer dans ce type de pédagogie, il faut vraiment maîtriser les contenus, mais je suis une didacticienne un peu bornée, hein, mais quand vous voulez que les projets annoncés par un groupe d'élèves correspondent, parce que ça va être ça, il faut faire un espèce de tissage avec les contenus des programmes, parce que ça, par contre, vous n'avez pas le droit de vous en éloigner, ça demande une grande maîtrise des contenus, voire de la didactique, pour réussir à pas faire croire, parce que c'est pas mentir, mais à faire coïncider le projet du groupe avec les programmes. Et alors, c'est pour ça que les classes à multiniveau, c'est plus facile finalement que les classes à un niveau. Parce que quand vous êtes seul dans une école et que, admettons que vous êtes en CE2, vous voulez faire de la pédagogie freinée, mais que, aïe, 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 vous n'avez pas eu le temps de faire la multiplication et qu'ils arrivent en CM1 sans avoir entendu parler de la multiplication, parce qu'aucun des projets, je fais exprès, hein, n'a pu amener à la multiplication, là, il est probable que la maîtresse de CM1 ne soit pas très contente. Donc, c'est qu'il faut avoir une grande expérience pour les amener sur des projets qui vont quand même permettre de couvrir les points principaux du programme. Et donc, ça demande quand même une assez grande expertise de la part des professeurs. Et c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille. Merci. Je vous propose plus une réaction qu'une question. Donc, c'est Amandine qui nous dit anticiper les difficultés des élèves, donc mettre en place une forme de différenciation pédagogique ou prendre en compte la diversité des élèves. C'est pourtant ce qu'on nous demande de faire en formation initiale lorsqu'on construit nos séances. Oui. Donc, comme on vous connaît formateur et formatrice, comment pouvez-vous aider Amandine face à cette difficulté d'une commande institutionnelle qui lui demande de prendre en compte la diversité des élèves de sa classe ? Mais c'est très compliqué. Alors nous, en mathématiques, on appelle ça une analyse a priori, où on doit penser a priori les procédures, les erreurs possibles, etc. Et en fait, c'est un exercice qui est très difficile en début de carrière, parce que justement, on n'a pas vu tant d'élèves que ça, et donc c'est difficile de penser à tout ce qu'ils vont être capables de faire. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, le catalogue des possibles, des erreurs, des petites bifurcations, on finit par les avoir. Et donc, moi, je me pose toujours des questions sur cette analyse a priori, dont je suis convaincue de l'importance quand on a un peu d'expérience, et où je continue à me demander si en début, c'est pas plutôt contre-productif. Voilà. Tout en me disant que quand même, se poser des questions sur l'activité effective de l'élève, ça a quand même du sens pour de façon à pouvoir trouver une réponse au moment où la difficulté s'opère. Donc, c'est compliqué. Après, on a pas mal de ressources, je parle des matins, où tout ça, c'est plus ou moins pris en compte. Donc, un ensemble de manuels qui sont très exigeants du point de vue du contenu, si bien c'est des manuels qui ne sont pas forcément bien vendus. Donc voilà. Et puis qui de toute façon sont trop riches. Mais c'est très compliqué. Ça fait partie des choses qui sont très compliquées. Et c'est pour ça que dans l'expérimentation dont je vous ai parlé, le fait qu'il y ait autant d'étudiants qui aient essayé la même séance, ça multiplie les regards possibles sur une même séance. Donc, ça enrichit ce répertoire d'erreurs et de connaissance des erreurs possibles en fonction du matériel utilisé, en fonction de la manière dont on s'est adressé aux élèves, etc. Donc, Christian qui théâtralise finalement, ça, avec des tout petits nombres, et ben, il a mis tellement les élèves en réussite que les élèves se sont ennuyés et il y a eu du bazar dans sa classe. Alors que pour l'autre enseignante, non, parce que c'était plus consistant ce qu'elle proposait. Enfin bon, bref. Donc, mais c'est parce qu'il y en a eu plusieurs des exemples comme ça qu'ils ont pu échanger. Et donc, je reviens sur l'importance d'échanger pour être un peu aguerri, mais on l'apprend vite à condition de rester
au moins 2 ans de suite dans le même niveau, ce qui, à l'heure actuelle, est mission impossible. Quand je dis le même niveau, ou même proche, quoi, pas trop bouger, quoi. Passer de la petite section CM2, ça va être difficile de faire des rapprochements, quoi. Oui, je réponds en 2 temps, en revenant sur la formulation. En formation, on nous demande 2. La formation, on l'a dit tout à l'heure, Cécile, tu l'as dit pendant ta présentation, elle est beaucoup trop courte. La formation, elle peut donner un kit de survie, et le kit de survie, il est indispensable, il est nécessaire pour commencer, mais il suppose d'avoir tout un panel d'outils qui sont des réponses un peu moyennes, qui ont plutôt tendance à marcher. Mais c'est aussi artificiel. Et j'insiste, c'est indispensable. C'est quand on voit ce que fait un contractuel. Alors, un contractuel, déjà le premier jour, moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis sidéré par ce un contractuel est capable de faire. La maîtrise qu'il y a chez un fonctionnaire stagiaire le premier jour, c'est miraculeux. Qu'en 2 ans, on soit capable de préparer des collègues à faire tout ce qu'ils font. Souvent, je peine à comprendre qu'elles aient pu en apprendre autant. Malgré tout, c'est un démarrage. Ça suppose de pouvoir faire tout ce que font les contractuels, les stagiaires. Ça suppose d'utiliser des outils un peu mécaniques et un peu artificiels. Donc oui, anticiper les difficultés des élèves, entre nous, c'est un peu tirer des plans sur la comète. C'est pas top, mais c'est ça qu'il faut faire au début. Et c'est avec le temps qu'on va prendre un peu de distance et qu'on va se construire tout un tas d'outils et de ressources qui vont faire qu'on aura beaucoup moins anticipé. D'abord parce qu'on saura quel type de difficultés peuvent apparaître, et parce que quand on sera surpris, ce qui est quand même souvent le cas, on aura des tas d'outils en réserve. Je reviens sur ce que disait Cécile sur la maîtrise. Ben oui, c'est parce qu'on a une super maîtrise didactique, que c'est complètement incorporé, que le sens des techniques et le sens de ce qu'on porte dans notre enseignement, on le maîtrise, que quand il y aura ces surprises qu'on n'aura pas anticipées, qui seront des vraies surprises, on sera en capacité d'improviser quelque chose de très intelligent. Mais la formation, elle permet juste de commencer avec l'essentiel. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ça, mais en sachant que ça va bouger dès les premiers mois de votre pratique professionnelle. Merci. Donc, en effet, ça fait partie des mandats aussi qu'on a, nous, au SNUIPP-FSU, une formation initiale plus longue et ambitieuse, et aussi une formation continue tout au long de notre carrière pour continuer à se former, parce qu'on sait que c'est un métier qui ne cesse d'évoluer, comme tu disais tout à l'heure. On n'enseigne pas de la même manière au début de la pédagogie freinée, et peut-être qu'on n'aurait pas le même discours sur la manière qu'ils ont d'enseigner actuellement. Une autre question qui nous est parvenue, et j'ai l'impression de ne pas réussir à avoir du silence en classe et d'en avoir qu'en criant. Je ne sais pas comment faire. Et du coup, on pourrait la lier avec cette question sur le fourmillement, quand on laisse nos élèves travailler entre eux. À quel moment on passe du fourmillement de la réflexion à une classe des élèves qui ne sont plus en réflexion, et comment on regroupe un peu, comment on reprend le temps avec les élèves. Je suis toujours embêtée quand on me pose cette question-là, parce que ma première réponse, c'est mais qu'est-ce que cette jeune fait faire à ses élèves pour qu'il y ait autant pour qu'elle les perde, en fait. Alors, il y a peut-être des activités qui sont trop simples, des activités qui sont trop compliquées. Il y a peut-être des temps où ils n'ont absolument rien à faire, parce que après, on parle d'ambiance, mais la gestion de l'espace. Une classe, ça doit être un espace accueillant. Alors, j'entends bien que aujourd'hui, j'ai été toute la journée en classe maternelle, il n'y avait pas de chauffage. Donc, si vous voulez, et aujourd'hui, chez moi, la chaudière est en panne. Bon, bref. Donc, si vous voulez, en termes d'espace accueillant, aujourd'hui, j'ai été servie. Mais pour vous dire que tout ça, ça s'organise. S'il y a ce problème de devoir crier pour avoir le silence, c'est qu'il y a quelque chose en termes
à la fois alors de l'ambiance, à la fois de l'organisation de la classe, à la fois au niveau des contenus qui est à revoir. Le problème, c'est que si on agit sur une seule chose, ça suffira pas. C'est petit à petit. Puis ça, c'est ma première réponse, on va dire, liée au métier. Ensuite, il y a une autre réponse, c'est que apprendre à ne pas crier, c'est un geste professionnel. Et ça, il y a de moins en moins d'enseignants qui crient dans les classes, j'en entends de moins en moins, parce que c'est quelque chose qui s'apprend assez vite. Mais il y a des techniques pour ça, déjà, ne serait-ce que nous-mêmes de s'interdire de crier. Trouver une autre solution. Alors, pas de la musique à fond parce que c'est horrible, mais il y a plein d'autres solutions. Et là, il faut parler avec les collègues pour connaître tous les trucs. Et peut-être que le collègue A, il va vous proposer un truc tout pourri qui ne vous dira pas. Ça ne veut pas dire que son truc il est pourri, mais ça veut dire qu'il ne vous va pas. Et que c'est le collègue B ou le collègue C qui va vous donner le truc qui va vous aller. Mais déjà, il faut s'interdire de crier. Et c'est quelqu'un qui vous dit, je vous dis ça, sachant que ça a été mon défaut. Ça a été mon défaut, première extinction de voix fin septembre, et après je me suis dit, il faut que tu trouves une autre solution, sinon tu vas vivre sans voix. Et j'ai trouvé des solutions, mais c'est mes solutions. Après, voilà. Moi, c'était leur donner encore un peu plus de travail, c'était très vache au départ. Mais j'ai compensé comme ça au début. Personne n'est bon au début. Hein. On est dans quelle classe là? La personne qui crie, oui. Ça n'est pas spécifié. Donc, est-ce que la collègue peut nous dire ou pas Eh bien, écoutez, on va attendre de voir si elle veut reformuler sa question ou la contextualiser. Oui, parce que ça aussi, c'est important. Hein. En petite section, quand vous leur dites venez tous vous asseoir en regroupement, ils se carapatent. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Oui, ça fait partie des petits trucs et astuces qu'on peut vous dire. Puis finalement, au bout d'un certain temps, quand vous leur dites vous venez au regroupement, bizarrement, ils se mettent à venir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En CM2, ça peut être autre chose. Puis ça dépend aussi de la constitution de la classe. Parce que si vous avez des élèves avec des troubles du comportement très sévères et pas pris en charge, des fois, c'est compliqué pour tout le monde parce que ça crée beaucoup de tension. Il y a plein de raisons pour lesquelles. Mais alors, en attendant peut-être le retour sur quel niveau de classe, il faudrait savoir plein de choses sur la situation, mais en essayant de généraliser un peu, moi, j'aurais tendance, s'il y a du bruit à un moment où je ne suis pas en train de parler au groupe, à décider si c'est du bruit qui pose problème ou du bruit qui ne pose pas de problème. Si c'est du bruit qui pose problème, j'arrête ce que je fais, je regarde, j'essaye d'identifier, simplement d'observer. C'est souvent la clé, hein, observer la classe, pour voir d'où ça pourrait venir. Si je suis en train de parler, je vais m'arrêter, et puis je vais tout arrêter, puis je vais simplement commenter le fait que là, on n'y arrive pas, que c'est trop difficile. Essayer de mettre les enfants en réflexivité, dans tous les cas, trouver une stratégie pour arrêter que la situation soit pénible. S'il faut arrêter l'activité prévue, je ne parle pas d'une punition. Ce n'est pas puisque vous n'êtes pas capable de bosser dans le calme, on va faire autre chose, sortez vos cahiers, je ne sais quoi. C'est dire vraiment le plus sincèrement possible aux enfants, là c'est trop difficile pour nous tous, il faut qu'on s'y prenne autrement. Et puis on va toujours, et ça c'est une clé évidemment en pédagogie institutionnelle, on va différer. C'est-à-dire que forcément, ça va être inscrit au conseil et on va travailler avec les enfants en disant, voilà, on fait une séance de je ne sais pas quoi tel jour, il s'est passé ça, c'était le bazar, on n'a pas réussi à bosser, il faudrait qu'on comprenne d'où ça vient. Et ça veut dire qu'on peut tous dire, hein, l'activité était ennuyeuse, c'était trop difficile, c'était trop facile, machin, il m'embêtait, il y a eu un conflit au fond de la classe. Et on va travailler avec eux à comprendre et on va travailler avec eux à créer les conditions de... La deuxième fois que ça va se produire, le simple fait de s'arrêter, de dire, vous vous souvenez, on en a parlé vendredi. Là, j'imagine qu'on est avec des élèves de cycle 2 ou 3, évidemment. On n'est pas en maternelle, parce que les rythmes ne seraient pas les mêmes, et on ne se dirait pas les mêmes choses. Vous vous rappelez, il y a 2-3 jours en conseil, on en a parlé. J'ai l'impression qu'on avait des solutions, c'était dit ça et ça. On essaye maintenant. Et ça, quand ce cycle s'enchaîne régulièrement, il va y avoir ce transfert vers les enfants de la gestion de l'ambiance dans le groupe. Ils vont être beaucoup plus en capacité de se regarder pédaler, mais aussi de nous faire bouger, nous,
et de nous dire comment on s'y prend mal et de nous proposer des alternatives. Merci. Alors, on attend toujours de savoir si on peut avoir des éléments de contextualisation. En attendant, on a une question qui nous est remontée via Zoom par Valérie. Bonsoir, je suis en M2 et j'ai une classe de CE2 une fois par semaine. Donc, on imagine une M2 contractuelle alternante. J'autorise mes élèves à parler, échanger en classe, mais j'ai une partie des élèves qui ne supportent pas le bruit. Comment faire pour pouvoir continuer et ne plus avoir de larmes en fin de journée ? Ben oui, ça revient sur... on est sur un collectif, il faut qu'on arrive à tous travailler. Donc là, il va falloir parler aux enfants qui pleurent. Est-ce que c'est vraiment une intolérance au bruit ou est-ce que les activités qu'on leur propose, ça leur convient pas? Donc, entre les activités qu'on leur donne qui sont peut-être trop simples et le bruit, ça fait beaucoup. Trop compliqué le bruit, ça fait beaucoup. Donc voilà, faut connaître un peu le niveau de bruit. Mais en tout cas, autant tout à l'heure, on vous disait qu'une classe silencieuse n'était pas le symptôme d'une classe qui travaille. Une classe trop bruyante peut effectivement empêcher le travail. L'idée, c'est toujours d'observer ces élèves et est-ce que ce niveau sonore empêche ou pas de travailler. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive... alors en y allant qu'une fois par semaine, c'est difficile de le saisir, mais on finit par le saisir, la différence entre ce bruit de travailleur, de ce bruit de perturbateur. Donc, après, comment je fais? Moi, je ne sais pas, moi. Il faut vraiment les observer et regarder s'il y en a que quelques-uns qui travaillent ou si tous travaillent. Et après aussi, je ne connais pas les élèves, c'est peut-être les petites filles qui pleurent ou les petits garçons, je ne sais pas. C'est peut-être aussi un moyen de dire, je pleure parce que j'accuse le bruit, parce que la maîtresse, elle accuse beaucoup de bruit. Et du coup, je vais dire que c'est à cause du bruit que je n'arrive pas à travailler. C'est une fuite pour éviter de travailler aussi. Mais après, il faut connaître les élèves. Et là, je ne les connais pas. Oui, c'est ça, je réinsiste comme toi sur ce truc qui est il faut observer et faire une analyse fine pour comprendre ce qui se passe. C'est très dur de donner des réponses a priori. Mais si on revient au principe, le bruit c'est bien, mais il y a un autre principe qui est ne pas nuire. Et puis il y a un interdit fondateur, c'est pas de parasitage. Et donc quand le bruit ça devient nuire et ça devient parasitage, ça marche plus. Et il faut que ça s'arrête. De toute façon, s'il y a des enfants qui en souffrent, il faut que ça s'arrête. Je vous donne un contre-exemple et puis après une réponse. Le contre-exemple, c'est, vous avez vu, il y a des enseignants qui débarquent à des moments dans leur classe avec un système feu rouge, feu orange et feu vert et qui disent, alors feu rouge, on ne parle pas du tout, feu orange, on peut parler en chuchotant, feu vert, on peut parler autant qu'on veut parce que c'est une activité, travail de groupe. Et ils disent c'est de la pédagogie institutionnelle. Alors non, ce n'est pas de la pédagogie institutionnelle. Il y a même des systèmes maintenant que vous avez peut-être vu qui marchent avec des ordinateurs et des micros où il y a un niveau de bruit qui s'affiche. Alors je suppose que c'est les Québécois qui ont inventé ça, c'est-à-dire pour que à ce point-là de gravité de l'antipédagogique, je me dis que ça peut venir que de là. Blague à part, ce serait quoi l'entrée pédagogie institutionnelle? On va au conseil et on va dire, là, on a des problèmes, on a des enfants qui pleurent parce qu'ils souffrent du bruit qu'il y a dans la classe. Ça, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on trouve une solution. On va analyser avec les enfants et on va créer avec les enfants une organisation en se disant, c'est quoi la limite? Comment on la repère? Qui a le droit de la repérer? Comment on la signale? Moi, je pense que c'est comme l'histoire de fenêtre ouverte ou fenêtre fermée dans le bus. C'est celui qui a froid qui gagne. Là, il y aurait un peu un système équivalent. On se dirait il y a une mesure d'urgence. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre du bruit, il a le droit de se lever, de lever la main, de tout arrêter, de dire là, c'est trop. Comment on règle ce problème? Comment on calme le bruit? Dans tous les cas, je pense qu'on passerait par le conseil pour élaborer les dispositifs avec les enfants qui leur permettent à eux de se mettre à se regarder dans leur activité et qui permettent à la fois à ceux qui souffrent du bruit de se défendre et de défendre leurs intérêts et les conditions de travail dont ils ont besoin, mais aussi ceux qui parlent dans des activités coopératives de décrire le minimum dont ils pensent avoir besoin.
encore une fois, on est en cycle 2 ou 3. Si on est avec des tout petits, on va avoir des démarches qui sont très similaires, mais qu'on ne va pas penser 3 jours après au conseil quand ils ont oublié depuis 10 000 ans ce qui s'est passé. Des choses qu'on va travailler sur le moment ou une demi-heure après à la fin de la séance. On va leur demander simplement de réagir sur un sentiment, sur la manière dont ils l'ont vécu. Et puis c'est nous qui allons faire des propositions. Mais là, comme ça, avec des grands, c'est beaucoup plus facile de les mettre dans le coup et de régler le problème avec eux. Oui, puis alors après, il y a peut-être aussi, je ne sais pas ce qu'on vous a laissé comme activité, enfin comme discipline à faire quand on est débutant, bien que l'institution, bien que les centres de formation encouragent au travail collectif, et bien que moi-même je parle de l'importance du collectif et des échanges, etc., quand on est débutant, on ne s'amuse peut-être pas à faire 3 travaux de groupe la matinée entière, quoi. Là, c'est sûr, ça explose. Donc, on peut très bien faire un travail de groupe au début, puis une activité calme, plus individuelle, puis, vous voyez, une alternance comme ça entre les travaux individuels et les travaux de groupe. Donc, on ne maîtrise pas l'ensemble de tout ça, là, qui peut aider à calmer les choses, voilà. Il y a ça. Il y a veiller nous-mêmes à pas avoir, quand on parle, à bien poser sa voix et à pas parler trop fort. Quand les enfants sont en travaux de groupe, il ne faut pas non plus hésiter à aller. Alors ça, c'est dur, hein, parce que dans le brouhaha, c'est compliqué. Mais d'aller vers un groupe et d'aller essayer d'identifier le groupe qui parle le plus fort et de leur dire, là, vous êtes gênants, les enfants, parlez plus doucement, écoutez-vous. Et en général, rien que ça suffit des fois à abaisser Alors, c'est pas magique, hein. Parfois, il faut recommencer 10 fois auprès du même groupe pour qu'ils comprennent. Et au bout d'un moment, quand ils comprennent vraiment pas, il faut arrêter l'activité. Non, là, vous arrêtez de travailler tant que vous n'êtes pas capable de respecter un fond sonore qui soit acceptable pour tous. Vous voyez, moi, je suis plus dans... J'ai pas enseigné... J'ai enseigné 4 ans en freinée pédagogie institutionnelle. Et j'ai cessé parce que... pour plein de raisons, parce que voilà, à un moment, je me suis retrouvée toute seule, enfin, dans une école où j'étais la seule, donc ça ne marchait plus, et enfin, à plusieurs collègues. Mais j'ai gardé tous ces principes-là, parce que ces principes-là, en classe ordinaire, ce n'est pas les histoires de feu rouge qu'il faut garder, ou les histoires de ceinture comment c'est, les ceintures de comportement, là, ou les trucs comme ça. Ça, ces trucs-là importés, c'est une jambe de bois, quoi. Enfin, ça suffit, ça marche pas. Mais en revanche, tout ce qui est lié aux valeurs, ça, vous pouvez les importer. Et ça a beaucoup plus d'effet que les ceintures de comportement. J'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire importer les outils sans faire le détour par la question des valeurs et des visées. Très souvent, ça mène à faire exactement le contraire de Oui. ce qui était. Et Fernand Auré disait, il avait cette blague, il disait pour faire une belle pédagogie de l'émancipation, j'ai un super outil, ça s'appelle la pédagogie institutionnelle. Par contre, si vous voulez une pédagogie bien facho, j'ai un super outil, ça s'appelle la pédagogie institutionnelle. Parce que les outils, ils servent une intention. Et si j'arrive pas dans la classe avec une intention, on en a donné plusieurs exemples d'être avec les enfants, de les observer, d'interagir sincèrement avec eux, d'identifier leurs difficultés, de leur donner la parole, de leur transmettre le pouvoir. Si j'ai pas pensé cette intention, les outils, je vais forcément leur faire le contraire de ce à quoi ils servent. Et ils deviennent très dangereux. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, parce que c'est vraiment c'était très intéressant et c'est des billes pour les jeunes collègues, mais pas que. Je pense qu'on était plusieurs collègues qui ne sont plus forcément en début de carrière et ça nous aide et ça nous fait toujours des petites piqûres de rappel et ça fait toujours du bien. Donc merci beaucoup parce que ça nous a, je pense, pour beaucoup déculpabilisé. On voulait rappeler un peu, nous au SNUIPP FSU, on est vraiment à l'attention d'être toujours en lien avec la recherche. Et ce type de temps, ces webinaires, ça nous permet ça. Merci à vous, du coup, d'avoir pu vous libérer parce que ce n'est pas forcément un temps facile, le 20h, 22h. Mais donc, voilà, merci beaucoup. On vous rappelle qu'il y a eu une captation vidéo. Donc, le webinaire il peut être revisionné sur YouTube et sur Facebook. Et il le sera aussi normalement sur le site du SNUIPP FSU.
comme tous les webinaires que nous organisons, donc vous pouvez tous les retrouver facilement. Pour conclure, voilà, on voulait remettre l'accent sur l'importance du collectif et le SNUPP en est un. La période des élections professionnelles va s'ouvrir le 1er décembre pour se terminer le 8 décembre. C'est un enjeu démocratique fort pour notre profession. Donc, on vous invite à voter pour le SNUPP et pour la FSU et aussi à faire voter dans vos écoles vos plus proches collègues. Pardon. Voilà, nous en avons terminé pour ce webinaire. On vous remercie chaleureusement tous et toutes. Merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Et engagez-vous, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.